Voix ce soir jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe David? Alors ça va très bien. C'est hyper bien Philippe David. Oui. Par contre, je vais vous souhaiter une chose, Cécile. Oui. Malgré tout le mal que vous avez dit sur mon embonpoint, le fait que je mangeais trop, j'espère que le Père Noël va être très généreux avec vous parce que vous le méritez bien. Eh ben, je vous ai ce soir avec moi, donc il a été déjà très généreux. Oh bah c'est fabuleux. Oh bah réciproquement. Vous avez remarqué, il n'y a pas de vanne derrière. Non, parce que j'en ai pas trouvé. On espère en tout cas que vous êtes chez vous et peut-être encore sur la route, parce qu'il n'est que 17h. Vous allez retrouver votre réveillon. On a une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui vont passer Noël à la maison seuls. On sera là jusqu'à 20h et vous allez voir qu'entre 19h et 20h avec Philippe, on vous prépare des mets particuliers avec des chefs ce soir. Avec des chefs, où on va aller dans 5 endroits différents en France. Du chef de restaurant gastronomique aux 3 étoiles au Michelin. On va vous faire les menus des différentes régions de France avec Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, qui vous fera l'accord mets vin. J'ai faim, je vous laisse. Restez avec nous, quoi qu'il en soit. Cette émission, comme d'habitude, 0826 300 300 avec Aude qui vous attend au standard. En attendant le sommaire de cette émission, le premier débat, puisque ce soir il y aura 3 débats, retour sur la composition du gouvernement Bayrou, une équipe d'expérience, mais le risque de censure reste assez présent. Un gouvernement déjà fragilisé, c'est une vraie question. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous il faut censurer le gouvernement le plus rapidement possible ou lui laisser un peu de temps? Et à cette question, le gouvernement, il faut selon vous dites le censurer à 76%, le soutenir à 11% et vous n'avez pas d'avis à 13%, vous voulez réagir, ça rime encore, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Françoise de Gois sera avec nous, éditorialiste Sud Radio, pour commenter le grand débat du jour à 17h30, le duo choc du gouvernement Darmanin. Retailleau, les nouveaux visages de la justice et de l'intérieur. Le gouvernement Bayrou fait de la sécurité sa priorité absolue. Poids lourd ou poids mort face à l'insécurité? Ce sera la deuxième question. Alors parlons vrai, pensez-vous que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que Beauvau et la place Vendôme tirent dans le même sens? Et à cette question, Retailleau et Darmanin sont-ils capables d'inverser la tendance sur l'insécurité? Vous êtes pessimiste en disant non à 80%. On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Pierre Rosenzweig sera avec nous, magistrat et ancien président du tribunal des enfants de Bobigny. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Focus sur Éric Lombard, nouvel homme fort de Bercy, ancien patron de la Caisse des dépôts. Il est chargé de piloter l'économie en pleine crise budgétaire. Un atout pour le gouvernement ou un pari risqué? Alors parlons vrai. Est-ce que vous pensez que venant de la gauche, il va plutôt pencher pour des hausses d'impôts que des baisses de dépenses? Et à cette question, l'ancien président de la Caisse des dépôts à Bercy, c'est à 67% des votants un cache-misère, à 15% une bonne idée et à 18% vous êtes sans opinion. On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Et un économiste sera avec nous pour débattre, Philippe Erlin. On vous souhaite la bienvenue et de très belles fêtes de fin d'année. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, président de la CPME Paris et du Cercle, Étienne Marcel. Bonsoir, merci. Bonsoir Philippe. Avec nous, bonsoir, les amis. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Bonsoir. Bonsoir les amis. Il va nous en falloir de la psychologie pour comprendre ce gouvernement. Ouh là là, il y a du job. Tom Conan est avec nous, artiste et essayiste. Bonsoir. Ça va? Tom. Bonsoir. Les amis, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Dîner par en exemple, famille, Bernard. dîner en famille. C'est important. Et quel type de dîner? Très simple, mais arrosé. Très pas simple, comme Monsieur caviar, Forbrac. champagne. Non, mais des choses qu'on mange à Noël Oui. et qu'on a plaisir à retrouver à cette période des fêtes. Ça sent la dinde. Tom Conan. Moi, Tom un dîner Conan. très simple avec ma maman en duo. Voilà. Choupi. Et des cadeaux? Et des petits, on fait pas trop de cadeaux, on s'en fait dans l'année, pas besoin de marquer le coup en plus, mais le fait d'être ensemble et un bon repas sympa, c'est ça sympa. suffit largement. Jean Dorido. Réveillon de Noël, famille resserrée aussi, vraiment l'important, l'essentiel exactement, avec des bonnes choses à boire et à manger, et puis se réjouir de la naissance du Sauveur évidemment. Ouais. Alléluia. Alléluia, oui. C'était le père Dorido. Je crois qu'on l'a perdu. La vocation. Philippe, David. Un réveillon en petit comité, petit comité, on sera 4, mais ça va être un beau réveillon. Et vous, Super. Cécile? Moi, je dîne à l'Élysée. Joli. Et sans être ministre? Alors oui, effectivement, je ne suis pas sur la liste, mais bon, voilà, c'est ça. Non, je dîne pas du tout à l'Élysée. Voilà, c'est en tout cas pas ce soir. Mais peut-être que voilà, je lance l'appel. Ça va venir. Je n'ai jamais dîné à l'Élysée. J'aimerais bien essayer une fois.
mais alors là, c'est sûr que ça va venir. Non, mais sans rire. Non, Il y a mais quand même des personnes. franchement, C'est une anomalie même. Bah oui. Non mais Ouais. franchement, peu importe le président, je trouve que dîner à C'est chic, l'Élysée, ce c'est serait chic. très chic. C'est vrai, Ah oui. Bah Vous oui. dites ce soir, Allez, doit être pas tu mal. fais quoi ce soir? Ah non, je peux dîne pas, à je suis à l'Élysée. J'adore. Bon bref, est-ce que David de Saint-Gaudens qui est avec nous va dîner à l'Élysée ce soir? On ne sait pas. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à toute l'équipe. Salut, Non, David. Saint-Gaudens, on est un petit peu. Ce soir, je dîne pas à l'Élysée malheureusement, Ouais. ou heureusement d'ailleurs. Ah ouais, bon, je sais pas. Pour Non, mais qui c'est- Heureusement pour qui David, ce sera une expérience. Ce serait une expérience, mais bon, ce soir ça va être en famille, donc ça va être super. Mais bon, j'hésite entre le réveillon en famille ou me taper tous les podcasts des blagues de Philippe depuis le début de l'année. Donc, je sais pas, C'est un beau projet. Allez, rapidement, David, votre coup de gueule du jour. Ouais, alors mon coup de gueule, c'est suite à ce qui s'est passé à Mayotte, j'ai l'impression qu'on découvre nos outre-mer que lorsqu'il y a des sinistres ou des problématiques, alors que justement, grâce à nos outre-mer, on est la première puissance marine du monde et la première puissance sous-marine du monde. Alors je suis même étonné que M. Bayrou ne se souvienne pas que Mayotte est sur le territoire national. Et tout le monde cherche des idées en ce moment pour tirer la France vers le haut. Et je pense que si on s'intéressait à nos outre-mer et aux grands projets de France sur mer, il y aurait de quoi faire entre les énergies renouvelables, la pêche, etc., etc. Donc je trouve dommage qu'on ne parle de nos outre-mer que lorsqu'il y a des catastrophes et qu'on oublie qu'elles font partie intégrante du territoire national. Bernard Cohen-Haddad, c'est vrai qu'on on a toujours l'impression de dire c'est très loin, donc c'est moins, peut-être moins loin, mais important. c'est beau. Ouais, Vous savez, ouais, quand on est né comme moi en dehors de l'Hexagone, on fait plus attention à ça que d'autres. bien sûr. Et donc, faire attention à nos territoires ultramarins, à nos territoires d'outre-mer, à nos départements d'outre-mer, à l'Océanie, ces territoires un peu oubliés de notre République et pourtant qui adorent la France parce qu'ils sont français, parce qu'ils l'ont choisi souvent, ça fait toujours du bien au cœur. Et moi, je me réjouis de la nomination de Manuel Valls. Parce que c'est quelqu'un de courageux et je pense qu'effectivement, il pourra peut-être faire bouger un certain nombre de lignes. On va en parler dans quelques instants. Très Alors, court, parce qu'on est très en retard. Très court, ça a sauté quelques générations. Toutefois, je suis sensible au sujet. Le père de mon père était de la Réunion. Il s'appelait Cadet. Il était vraiment de là-bas. Et Il du était coup, de la Réunion, pas en Réunion. Non, il a fait des réunions plus tard, mais il Pas était confondre. de là-bas. Et j'ai cette sensibilité aussi, vraiment, de par cette histoire familiale. Est-ce que je me réjouis, à l'instar de Bernard, de l'arrivée de Manuel Valls? Ça, c'est un autre sujet. On en parlera tout à l'heure. Moi, je connais assez peu, mais c'est vrai qu'on connaît très peu la réalité économique et sociale de ces territoires, effectivement, et c'est bien regrettable parce qu'ensuite on a beaucoup de clichés, on essaie de plaquer des choses qui sont valables effectivement dans d'autres contextes et peut-être pas dans leur propre réalité. Allez, merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein, David. Vous êtes notre vraie voix du jour. Et on va pouvoir lancer un jeu pour offrir un très beau cadeau à l'un ou l'une d'entre vous, puisque vous allez pouvoir remporter, peut-être, sous ce sapin Noël Sud Radio, puisqu'en plus c'est Noël ce soir, votre tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, ou peut-être un coffret de la marque Maricor contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 €, ou peut-être autre chose. On ne sait pas. En tout cas, c'est le Père Noël qui décernera en tout cas le cadeau. Et pour ce cadeau, un chiffre, Bernard, entre 0 et 15. 7. 7e appel au standard, 0826 300 300 pour un très joli cadeau offert par les partenaires de Sud Radio et Sud Radio. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. On vous souhaite de très belles fêtes et on est ravis d'être avec vous jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, pas de foie gras. Pas quoique encore, si, pas encore. Si, il y a Philippe David. Si, il y a Mais il n'y a Philippe pas que le foie qui soit gras chez moi. Non. Tom Conan est avec nous, artiste et essayiste, Jean Doredo, docteur en psychologie, et Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du Cercle Étienne Marcel. Allez tout de suite, notre premier débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, Je n'utiliserai le 49.3 qu'à la dernière extrémité sur le budget. Monsieur Manuel Valls, Monsieur Gérald Darmanin, Monsieur Bruno Retailleau, Madame Catherine Vautrin, Monsieur Éric Lombard. Eh bien, je suis persuadé que l'action que je définis devant vous et l'équipe gouvernementale feront que nous ne serons pas censurés.
Le gouvernement Bayrou est enfin formé avec des figures connues comme Elisabeth Borne, Manuel Valls ou Gérald Darmanin et de nouveaux ministres issus de la majorité présidentielle. Une équipe expérimentée, aux airs de déjà-vu, qui ne garantit pas pour autant d'échapper à une nouvelle censure, faute d'avoir réussi à élargir son assise politique. Alors parlons vrai, est-ce que vous voulez que ce gouvernement dure au moins jusqu'à la prochaine dissolution ou qu'il faut le censurer dès le 16 janvier prochain, date de la première motion de censure prévue? Et à cette question, le gouvernement, il vaut selon vous, vous dites à 75% le censurer, à 13% le soutenir et à 12% pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis ou vous en avez un, venez nous le donner au 0826 300 300. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Françoise. Merci beaucoup Françoise. Salut les copains, en direct de notre belle vallée. Et c'est adorable Françoise en tout cas d'avoir accepté. Je suis très heureuse, très heureuse. Merci beaucoup. En fait, peut-être Tom Conan par exemple, si on regarde à peu près ce gouvernement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Moi, c'est un peu une continuité c'est un peu bis repetita par rapport à gouvernement Barnier. Alors je comprends bien ce qui a essayé d'être fait. Ils ont essayé de prendre des gens qui sont expérimentés, disons au centre droit et puis quand même beaucoup à droite. Mais moi, je comprends pas en fait que l'ouverture n'ait pas eu lieu. Parce que on peut éventuellement douter s'agissant d'Éric Lombard qui effectivement vient un peu, qui est un rocardien, mais en dehors de lui, qui a effectivement un poste assez stratégique, cette ouverture, alors soit elle n'a pas marché, je pense que c'est un peu ça sans doute effectivement la raison, soit elle n'a pas vraiment été poussée jusqu'à son terme. Je trouve que c'est un peu dommage que du coup on a vraiment l'impression d'une répétition et encore une fois, voilà, moi je suis quand même opposé fondamentalement à un gouvernement qui soit pas du tout issu du résultat des urnes des dernières législatives. Bernard Cohen-Haddad. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'entrée de 2 premiers ministres dans le gouvernement. Ouais. C'est la première fois, me semble-t-il, sous la Ve République. 2 premiers ministres qui n'ont pas la même sensibilité, puisqu'on a Madame Borne qui est plutôt centrée sur la gauche, Manuel Valls qui a fait son aggiornamento, qui était très rocardien, qui aime l'entreprise, qui est aussi très courageux. C'est ça que je retiendrai avec, bien entendu, des cerises sur le gâteau, sans faire, comment dirais-je, ombrage à Madame Dati. Donc tout ça fait partie d'un équilibre qui va veiller, me semble-t-il, à trouver une majorité parlementaire au cas par cas. Jean Dorido. Alors, je suis resté un peu bloqué sur la métaphore culinaire de notre ami Bernard. Je cherche, je diffère entre cerise et gâteau. Pour autant, oui, je reste aussi bloqué quand même sur les faux pas, me semble-t-il, de notre nouveau Premier ministre. Et c'est vrai que sans vouloir être désagréable avec Monsieur Bayrou, c'est un fait que voilà, quand j'étais petit, il était déjà vieux, comme on dit, donc j'ai du mal à m'emballer quand même sur le sujet. Françoise Degois, aujourd'hui, quand on prend un petit peu de recul par rapport à celui de Michel Barnier, qu'est-ce qui a changé? Il est encore pire. C'est-à-dire que il est mais c'est vrai qu'objectivement, il est encore plus à droite. Et je ne sais pas si vous avez regardé François Bayrou hier, oui, mais je pense qu'il a coché absolument toutes les cases pour une censure très rapide. Il a réussi à fâcher tout le monde. Évidemment, il fâche la gauche parce qu'il ferme la porte sur les retraites. Quand même, la gauche, elle est quand même plutôt bonne camarade. Elle dit, on veut faire un pacte de non-censure si vous avancez sur les retraites. Ok, il ferme la porte sur les retraites. Il fâche Marine Le Pen en disant, non, la revalorisation, je serais un traître à mon pays si je l'acceptais pour les retraites. Il arrive même à fâcher les Républicains en leur disant, mais vous n'êtes pas très gaullistes. En fait, il a fâché l'ensemble des forces de l'Assemblée. Je sais bien comment fonctionne François Bayrou, nous le connaissons depuis des années, comme disait Jean Dorido. Oui, moi j'étais jeune, il était déjà vieux. Non mais vraiment, François Bayrou, on l'a suivi depuis des années. François Bayrou, c'est quelqu'un, c'est pas qu'il est atteint de gâtisme précoce, c'est quelqu'un qui a un sens de sa mission. Il est très croyant, il considère que par la force de sa conviction, il va arriver, si vous voulez, à ne pas être censuré, un miracle et un cierge à la grotte de Lourdes en fait, parce que la réalité, si vous voulez, c'est que ce qu'il a montré hier, ce qu'il a dit hier, eh bien, c'est la porte ouverte, évidemment, à une censure. Comment voulez-vous que la gauche ne considère pas que Manuel Valls est une provocation et que c'est complètement inutile? Quel message vous envoyez aux Outre-mer quand vous mettez un ancien ministre de l'Intérieur aussi furieux, j'ai envie de dire, et encore je suis gentil, vous envoyez un message sécuritaire? Qu'est-ce que vous envoyez à la gauche quand vous mettez comme charnière Gérald Darmanin et Bruno Retailleau? Donc ça veut dire que vous ne voulez pas du pacte de non-censure de la gauche. Donc de toute façon, bis repetita, à mon avis, et encore plus vite
que la dernière fois. Je rappelle que le record à battre, c'est 99 jours pour Barnier. Je pense que ça ira encore plus vite. Jean Dorilou. Alors peut-être pour compléter la très fine analyse comme toujours de Françoise, c'est toujours pareil. Il flatte, c'est son cadeau de Noël. Oui, quand même, c'est le moment où jamais. C'est-à-dire que la précédente motion de censure, elle était présentée par le NFP et en même temps c'est grâce au vote des députés du Rassemblement national qu'elle est passée. Et là, comme il y a quand même effectivement des signaux droitiers assez forts dans ce gouvernement, le NFP, je veux dire, vraiment inconnu au bataillon. Là, il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas de socialistes. François Bayrou avait dit je vais recevoir quand même les personnes qui ont déjà été aux manettes. Est-ce que du coup le Rassemblement national, en fait, on a le sentiment que peut-être le Rassemblement national est encore davantage, encore plus qu'avant, l'arbitre que ce n'était le cas dans le gouvernement Barnier. Oui, effectivement, je pense. Absolument... Allez-y, François. C'est tout à fait juste. Effectivement, je pense que là, c'est vraiment ce qui est recherché. C'est absolument pas effectivement un accord de non-censure, comme l'a rappelé Françoise très bien tout à l'heure, qui est recherché, puisqu'on sait qu'effectivement, ça sera absolument impossible à faire respecter. Mais en effet, c'est beaucoup plus l'aval du RN qui est recherché. Peut-être qu'ils y arriveront, d'ailleurs, en droitisant encore plus leur politique. Mais je pense que du coup, ils vont se mettre à dos une très grande partie à la fois du Parlement et de l'électorat, parce que quand même derrière, c'est quand même l'électorat qui va trinquer. Mais Françoise de Goa, vous imaginez que le RN puisse aujourd'hui censurer ? Dès le 16 janvier, parce que la première motion de censure est prévue le 16. Oui, alors vous avez vu quand même les déclarations. Je suis assez attentive aux déclarations de Marine Le Pen. Il faut écouter ce que dit Marine Le Pen. Quand Marine Le Pen, la semaine dernière, dit « je me prépare à une présidentielle anticipée », quand elle dit dans le Figaro « je ne suis pas gênée de censurer une fois, deux fois, autant de fois qu'il faudra », il faut bien entendre ce que dit Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen, elle a une ligne rouge. Elle l'a dit et répété, elle l'a dit, nous voulons la revalorisation des petites retraites au 1er janvier. C'est pour ça qu'elle a voté la motion de censure du gouvernement Barnier. Est-ce que vous avez bien entendu François Bayrou hier sur cette question ? Il a fermé toutes les portes. C'est complètement dingue ce qui s'est passé hier soir, ça n'a pas été assez souligné à mon avis. François Bayrou a fermé la porte à tout le monde, y compris, souvenez-vous, aux Républicains, qui se sont plaints parce qu'ils ont beaucoup moins de ministres au gouvernement. Qu'est-ce qu'a dit François Bayrou hier ? Il aurait pu dire oui, mais il aurait pu être un peu souple. Non, il leur a dit, ça n'est pas très gaulliste de réagir comme ça. Et du coup, Laurent Wauquiez est furieux et ce matin fait dire que, eh bien, il soutiendra texte par texte. Comment voulez-vous quand enfin les amis, vous savez qu'on adore nos expressions populaires, on voix, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, ok ? Bon, comment voulez-vous vous assurer une non-censure quand vous traitez aussi mal les gens qui ont votre destin au bout de leur vote, en fait ? C'est complètement dingue, en fait. Oui, moi c'était pour... Emmanuel Macron... Pour reprendre ce que disait François, je l'écoutais et j'étais un peu surpris parce que hier, moi j'ai plutôt l'impression... qu'il n'en a ouvert aucune des portes. Il les a fermées, Françoise, il n'en a ouvert aucune. C'était le sentiment du citoyen lambda. Il répondait pas précisément, aucun chiffre, aucune durée, aucun engagement, y compris sur les déficits, se fondant sur ce qui se passera au Parlement, avec quand même quelque chose qui reste fondamental, c'est un silence assourdissant sur cette réforme de retraite que à la fois le NFP et le RN veulent changer, modifier, et c'est là-dessus où ça va jouer, me semble-t-il. Mais Françoise connaît Bayrou beaucoup mieux moi, même si j'étais de la même génération que Françoise, je le suis en tous les cas. Notre problème, c'est que aujourd'hui, on voit bien que à part sauter sur sa chaise et dire on va faire des choses, les marches sont extrêmement faibles. Ouais, Bernard, moi j'entends ce que vous dites, pardon, en une seconde, juste je vais vous répondre, mon cher ami. Bien sûr qu'il est resté très flou sur les déficits. Non, je vous dis vraiment qu'il a fermé la porte. Quand la gauche demande au minimum une suspension, même pas un gel, une suspension de la réforme des retraites pour la renégocier, quand on lui a posé la question, il a dit « je ne ferai jamais ça ». Quand on lui a posé la question sur la revalorisation des petites retraites, il a dit « je ne ferai jamais ça ». Donc là où vous avez raison, c'est qu'il est resté dans le flou artistique. Je pense que le chiffre magique, par exemple, de 60 milliards a complètement disparu de la circulation. Mais non seulement il a ouvert aucune porte, mais il a fermé celle qu'il ne devait pas fermer. Pardon, mais c'est de la piètre politique. Françoise, sur la censure, ça veut dire que là visiblement, Mélenchon a déjà annoncé qu'il y aurait une motion de censure, mais de savoir si
si le RN va déposer la sienne ou va voter celle de... Enfin, ou s'il y aura une coalition, en fait, peut-être. On verra, parce que vous savez, le discours de politique générale, on avait demandé aussi de ne pas utiliser... Oui, le discours de politique générale, ça dépendra. Moi, déjà, on verra ce que font les socialistes. Est-ce qu'ils votent la motion de censure de LFI? Ça n'est pas certain. Si elle n'arrive pas, Cécile, le 14 janvier, elle arrivera de toute façon au moment de l'examen du budget. Évidemment que les mêmes causes vont entraîner évidemment les mêmes effets. Il est inimaginable que François Bayrou imagine, justement, c'est dingue que Emmanuel Macron laisse passer cela, malgré la présence d'Éric Lombard, qui a plutôt une sensibilité, on peut le dire, de gauche à Bercy, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que vous avez un ministre de l'économie et des finances plutôt de sensibilité de gauche à Bercy, c'est un type très social, hein, Éric Lombard. Eh bien, si Bayrou dit non, c'est le Premier ministre qui fait force de loi. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question, Jean, par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser faire pour qu'on avance, quoi, parce qu'on s'en sortira jamais? C'est précisément la question. C'est quand même la question qui se pose, parce qu'il y a effectivement ce fameux vote du budget. La France, elle a besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, d'un budget pour démarrer l'année. Et puis c'est un fait que c'est un petit peu le fantasme politique depuis toujours de François Bayrou, d'avoir cette espèce de gouvernement comme ça qui rassemble des sensibilités différentes les unes des autres. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un accent droitier, certes. Pour autant, Elisabeth Borne, Manuel Valls, sont quand même des Rebsamen. Exactement, François Rebsamen sont quand même à des postes importants. Donc c'est quand même on va voir effectivement ce qu'il va faire. On n'est pas à l'abri que finalement ils finissent par se révéler dans cette période troublée. Allez, le mot de la fin avec Françoise. Je ne sais pas. Vous savez, François Mitterrand disait toujours le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Je ne vois pas où est-ce que vous allez. Non, mais franchement, honnêtement, je ne sais pas où est-ce que vous voyez la sensibilité de gauche de François Rebsamen, qui est macroniste depuis le début du temps, plutôt droitier. Je l'aimais beaucoup, Rebsamen. Hein. Je ne vois pas où est-ce que vous voyez ce qui reste de la gauche de Manuel Valls, sérieusement. Et puis alors, Juliette Méadel, inconnue au bataillon quasiment. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça a été élargi à... C'est quand même, on tombe toujours du côté où on penche. Il a penché à droite, il penche encore plus à droite. Je pense que c'est... et il ne faut pas en vouloir non plus aux gens qui se battent pour un idéal. Comprenez bien que la gauche ne pourra jamais valider la loi immigration de Bruno Retailleau, sinon on n'est plus la gauche, et c'est un grand tout. Allons-y, Folleville, on reste tous ensemble, on a tous les mêmes valeurs, et tout ça pour que la France avance. Non, je ne crois pas. Cécile, vous savez ce que François Mitterrand disait de Françoise de Gaulle? Non. Françoise de Gaulle n'est ni de droite ni de droite. Voilà. C'est pareil. Ça, c'est sûr. Françoise de Gaulle, merci beaucoup de nous avoir d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année en famille. Fête et joyeux Noël. Et on vous retrouve bien entendu à partir de janvier. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Retour sur ce duo Darmanin-Retailleau, les nouveaux visages de la justice et de l'intérieur. Le gouvernement Bayrou fait de la sécurité sa priorité absolue. Alors parlons vrai, est-ce que ce tandem vous semble aller dans le bon sens pour résoudre les problèmes d'insécurité? Et à cette question, Retailleau et Darmanin sont-ils capables d'inverser la tendance sur l'insécurité? Vous dites non à 79%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Pierre Rosenzweig sera avec nous, magistrat et ancien président du tribunal des enfants de Bobigny. Soyez les bienvenus et merci d'être avec nous. C'est 24 décembre. On va essayer de vous accompagner le mieux possible jusqu'à 19h. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et en cette soirée de 24 décembre de réveillon que l'on vous souhaite chargée en émotions, en cadeaux, en joie, en bonne humeur, avec cette pensée à ceux et celles qui seront seuls ce soir, et on espère que vous partagez ce moment avec nous, avec nos invités autour de la table, Philippe David. Absolument, Bernard Cohen-Haddad, Jean Dorido et Tom Conan. Jean Dorido est en psy, il a un potentiel, je pense, assez intéressant de patients dans ce studio. Sauf moi. Pour parler pour vous. Hein. Et même en dehors du studio, quand même. Parce que sinon, ça peut limiter. Ça s'appelle la thérapie familiale. La réaction des uns des autres. En fait, un 24 décembre, il est en train de nous dire que nous sommes des cas sociaux. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Non, des gens un peu déglingués. Oui, il faut l'être un peu. C'est par les failles que rentre la lumière. C'est important de s'en souvenir. C'est très beau. Là, c'est plutôt des fossés que des failles. Moi qui n'ai pas toujours la lumière dans toutes les pièces. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France a peur. Vous avez demandé la police.
Ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Et des mesures d'urgence s'imposent. Respecte mon autorité! Les hommes de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Appelez la police! Appelez la police! Les choses se sont durcies ces dernières années. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je suis donc parfaitement clair. Tolérance zéro. Deux poids lourds de la droite pour un duo régalien musclé. Gérald Darmanin arrive à la justice tandis que Bruno Retailleau reste à l'intérieur. Ce choix marque une volonté claire du nouveau gouvernement de placer les enjeux sécuritaires et migratoires au cœur des agendas politiques. Alors parlons vrai, est-ce que c'est le retour de Pasqua et Pandro près de 40 ans après Pandro. Oui, énorme. Les pépés on les appelait. Est-ce qu'on peut déjà affirmer qu'une partie de la magistrature va ruer dans les brancards en lisant le communiqué du syndicat de la magistrature? Et à cette question, Retailleau et Darmanin sont-ils capables d'inverser la tendance sur l'insécurité? Vous dites non à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Jean-Pierre Rosenberg est avec nous, magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Cohen-Haddad sur ce duo de choc police-justice. L'affichage montre une volonté. Est-ce que les moyens budgétaire pour aider la justice à tout simplement se réaliser dans les territoires et faire en sorte que les peines soient appliquées sera là. Il y a un vrai problème aujourd'hui d'accompagnement de manière dans les territoires. Il y a une vraie difficulté dans la justice. Il y a un problème aussi de financement des personnels pénitentiaires. Tout cela est là. Il ne suffit pas des mots. Donc on attend bien entendu des actes. Mais la Dream Team sur le papier semble répondre aux attentes des Français. Mais il ne suffit pas d'apparaître, il faut faire. Jean Dorido. Détermination, sévérité et fermeté, les trois piliers de Gérald Darmanin, ça vous Détermination, sévérité, fermeté. Oui, écoutez, c'est pour la justice. Une trinité, dont l'avenir nous dira si elle est sainte ou pas. Moi, la question qui m'interpelle, si vous voulez, c'est Philippe David l'a dit. Je me réjouis de la présence de notre invité qui est magistrat. C'est la question de la magistrature en réalité, parce que la justice en France est indépendante. Et ça, c'est très très heureux. C'est vraiment un pilier essentiel de la démocratie. Pour autant, j'ai le sentiment, je dirais comme citoyen lambda, que la justice fait parfois de l'idéologie plus que du droit. Et donc, si vous voulez, c'est le problème. Quand on a un exécutif, il faut un ministre de la justice, évidemment. Oui, il a une sensibilité politique, ce monsieur, en l'occurrence Gérald Darmanin, on le connaît suffisamment bien. Pour autant, les magistrats, ils sont indépendants, et c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas, je dirais, un expert de l'appareil judiciaire, quand on n'est pas un expert des textes de droit, c'est difficile de sauter de l'idée, par moment, que la justice, elle fait de l'idéologie, et pour le dire clairement, elle a tendance à un certain laxisme. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les politiques sécuritaires des dernières années, disons des 15 dernières années, par exemple celle sous Sarkozy, qui mettait effectivement en avant, comme on l'a vu dans le jingle, la lutte contre les racailles, les délinquants, etc., ça n'a pas abouti à des résultats concrets, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me semble absolument pas que les fléaux de, je sais pas, du trafic de drogue ou des choses comme ça ont été endigués. Donc je suis toujours extrêmement sceptique sur ce genre de choses, à la fois sur le fond idéologique qui est absolument pas le mien, mais même au-delà de ça, de manière totalement neutre, sur l'efficacité. Donc je pense que sur les deux plans, à mon avis, c'est un écueil total. Et alors pour rebondir peut-être, sur ce que... Non. On va lui poser la question. Jean-Pierre Rosenberg, qui était avec nous, un magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Sur cette phrase de Gérald Darmanin où il dit que finalement il voudrait réconcilier la justice et les citoyens. Qui peut être contre c'est enfiler les terres, mais qui peut être contre. Je voudrais revenir quelques instants sur ce qui a été dit par vos intervenants, avec un petit détail. Avant que la justice n'intervienne, il faut que la police ait fait son boulot. Oui. Quel est le taux d'efficacité de la police ? Moins de 30%. Dans moins de 30% des situations, je parle en matière pénale, dans moins de 30% des situations, les policiers arrivent à rejoindre le fait avec un délinquant. Quelqu'un qui est supposé être délinquant. Donc, contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a pu dire à un moment donné, le problème n'est pas d'abord judiciaire, il est d'abord policier. Alors après, il peut effectivement y avoir un problème de justice. Certains estiment que la justice est laxiste. Les mêmes d'ailleurs estiment que quand on la applique, elle est trop sévère. Bon,
C'est une question de point de vue, bien évidemment. Au passage, la justice n'est pas plus idéologique que vos commentateurs. Il y a du débat. C'est pas notre rôle, mon cher monsieur, c'est pas notre rôle, nous, d'être indépendants. C'est le rôle des magistrats. Je vous ai écouté avec... Chacun son job. Sans réagir. Faisons la même chose, puisque si vous m'avez invité, c'est pour débattre. Absolument. Allez-y, on vous écoute. Donc si c'est pour enfiler les perles avec vous, ça sert à rien. Donc en soyons en dialectique. Et puis soyons positifs. Donc pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un problème de moyens policiers, en hommes et en matériel, moyens judiciaires, en hommes et en matériel, et en moyens pénitentiaires, là encore, en hommes et en matériel. C'est moins... Tous, magistrats, policiers, fonctionnaires de la police pénitentiaire, sont des fonctionnaires au service de la République. Ils tentent de faire le mieux au regard des missions qui leur sont données et au regard de la conjoncture telle qu'elle est. Bon, donc ils ne sont pas dans des fiefs personnels. On n'est plus sous l'ancien régime où on battait justice à des fins privées. Alors, essayons d'arrêter d'opposer, comme ça se fait depuis quelques années, policiers et magistrats, police et justice. Nous sommes les deux pieds d'une même République. Point barre. Chacun fait son boulot. C'est même votre intérêt à vous, journalistes, si un jour vous êtes interpellé par la police, que la police soit efficace et que la justice vous rende justice. Voilà. Donc, ne scions pas la branche de l'arbre sur lequel nous sommes assis. Alors maintenant, il y a des débats. Bien évidemment qu'il y a des problèmes dans la police, bien évidemment qu'il y a des problèmes dans la justice, des problèmes de personnes, des problèmes de moyens. Attachons-nous aux vrais problèmes. C'est pour ça que moi je ne fais pas de procès d'intention à M. Darmanin. Attendons les instructions que le gouvernement en général, le ministre de la Justice en particulier, donnera d'une manière générale. Vous savez que les magistrats ne sont pas liés par les circulaires, tout au plus entendent-ils les enjeux, les préoccupations du politique, et puis ils rendront justice. Et puis dernier point, l'expérience, là encore, l'âge me démontre que la justice est un contre-pouvoir, fort heureusement que c'est un contre-pouvoir, et que si on la prend mal, elle peut, j'allais dire, se braquer, et se braquer très fort. On ne donne pas d'instructions aux policiers. Et on peut donner des instructions aux policiers, on ne donne pas d'instructions aux magistrats, quels qu'ils soient. Jean-Pierre On peut leur donner de chaudes recommandations, on peut les inciter à. Et puis ils participent du débat social. Qui va dire un seul instant qu'on peut accepter le narcotrafic? Comment peut-on accepter un seul instant que des gens tuent? Comment peut-on accepter un seul instant des agressions? Aucun d'entre nous, qui que nous soyons, Monsieur le magistrat, nous n'acceptons pas. Monsieur le magistrat, est-ce que le fait que deux ministres finalement puissent s'entendre, parce que c'est vrai que ces derniers temps les couples police-justice avaient plutôt tendance à s'étriller, est-ce que le fait que ce couple puisse fonctionner, est-ce que ça peut changer véritablement les choses? Oui, ils seront en dialectique. Naturellement, on peut être en opposition sur tel ou tel point, mais entendre le point de vue de l'autre. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. M. Darmanin va être tout logiquement porteur de la dynamique justice, comme en face de lui, le ministre de l'Intérieur va être porteur d'une autre logique. Ils ont chacun un point de vue sur une question qui est la même, l'ordre public. Mais l'ordre public à court terme et à moyen terme. Et c'est là où ça devient difficile. C'est qu'on peut répondre à l'ordre public à court terme. Par exemple, arrêter quelqu'un, l'incarcérer. Mais s'il sort de prison plus dangereux qu'il n'était, à quoi ça aura servi? Donc il faut que les deux, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, aient des considérations d'ordre public à court et moyen terme. Et puis surtout, avec le gouvernement, il faut alors à ce moment-là avoir des considérations d'ordre public à long terme. Ça a été dit par l'un de vos intervenants. Quelle lutte a été menée, au fond, contre le narcotrafic, contre, grosso modo, la mafia? Aujourd'hui, la mafia, elle trafique sur la drogue. La drogue, hier, c'était sur la prostitution, demain, ça sera sur les jeux ou autre chose. En d'autres termes, on a des dispositifs mafieux auxquels il faut s'attaquer. Oui, qui s'adaptent. S'agissant des narcotrafics, la question qui est posée, c'est pourquoi des gens, des jeunes, mais pas que des jeunes, ont besoin de drogue, et pourquoi ce dispositif a pu se mettre en place. Et là, c'est pas un problème de police ou de justice, c'est un problème de fond. Donc on voit bien qu'il y a trois dimensions, le court, le moyen, le long terme. Et pour répondre à votre question, moi je crois que naturellement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice vont se friter, vont se frotter. Mais c'est dialectiquement normal, comme au tribunal. Le procureur de la République se frotte avec son juge, et puis ils vont déjeuner ensemble. Combien de fois ça m'est arrivé? Le matin, le procureur me requiert quelque chose, je prends une décision et on se retrouve au restaurant. Chacun respecte l'autre.
Le tout, c'est que le restaurant soit bon quand même. Monsieur le Président, dites-moi, quel est pour... Je vous retrouve. Quel est pour vous aujourd'hui l'enjeu de la justice des mineurs? Parce qu'on voit beaucoup de cas où des mineurs sont impliqués. Quel est pour vous aujourd'hui cet enjeu? Je peux pas aller très très loin. Oui, je vais essayer de vous répondre, mais de manière très très concise. Il se passe aujourd'hui ce que nous avions prévu il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'enfants laissés à volo, autour de 5, 6, 7 ans, deviennent des enfants dangereux autour de 10, de 12, de 15 ans. Donc effectivement, il faut à la fois gérer ceux qui sont dangereux aujourd'hui et ceux qui pourraient l'être demain. Donc à la fois, il faut répondre sur le plan judiciaire, pas seulement par la prison, comme le dit le Premier ministre, qu'il disait hier sur BFM, il faut des courtes peines. Ça suffit pas, ça peut être utile une courte peine, comme une réprimande, c'est utile, mais ça suffit pas, il faut s'attaquer aux causes, il faut du travail social, il faut des éducateurs pour pallier, sinon compléter le travail qu'auraient dû faire ou que n'ont pas fait les parents. Et puis dans le même temps, et c'est là le vrai problème politique, il faut s'attaquer à des enfants qui pourraient demain, qui sont en danger aujourd'hui, qui demain pourraient être délinquants et qui sont laissés à volo. Or le constat doit être fait. C'est à la fois très politique ce que je vais vous dire, mais pas politicien. Le constat qu'on doit faire, c'est que tous les services de proximité qui sont censés venir en aide aux parents en difficulté ou aux enfants en difficulté, depuis 5 à 10 ans, tous ces dispositifs sont au rouge. La protection maternelle et infantile, le service social scolaire, le service de santé scolaire. Est-ce que vous savez que 18 départements ont d'ores et déjà supprimé les clubs et équipes de prévention? En d'autres termes, des gosses qui sont en difficulté à la maison, la situation va exploser et effectivement, ils vont être dangereux dans la rue. Donc il faut à la fois, si on veut régler les problèmes de sécurité, au sens large du terme, s'attaquer à ceux qui sont déjà délinquants, mais aussi s'attaquer à ceux qui pourraient demain être délinquants. Il faut mener les deux stratégies. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, de la Justice ne suffiront pas à eux. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure sur la drogue. Oui, Jean-Pierre Rosenberg. Déjà, une question de Tom Conan et puis Jean Dorido après. C'était plutôt une remarque, effectivement, insister sur ce que disait monsieur tout à l'heure. En effet, ce qui est très important et que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est l'importance de la séparation des pouvoirs. Dans un état de droit, effectivement, on dit qu'il y a le exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire. C'est ce qu'on apprend quand on fait des études de droit, par exemple. Et effectivement, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête. Ils se disent qu'un ministre de la Justice va donner des ordres. Mais non, et c'est une très bonne chose. Il y a une certaine indépendance de la justice. En effet, il peut y avoir une politique judiciaire, une certaine orientation, mais il y a une indépendance fondamentale et ça c'est évidemment extrêmement important. Et donc même Montesquieu théorisait ça, c'est-à-dire checks and balances, l'idée d'une séparation des pouvoirs qui doit exister effectivement dans la société de façon à ce qu'effectivement cet état de droit soit respecté. Et donc il ne faut pas effectivement voir... C'est un peu nuancé avec le général de Gaulle qui a parlé de l'autorité judiciaire. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de l'autorité judiciaire et pas du pouvoir judiciaire. Allez, mais voilà, mais c'est une garantie de démocratie, ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est pas un obstacle à la justice, bien au contraire. Cette dialectique, elle nous protège tous. Elle nous protège tous, sinon on est dans un état totalitaire. Regardez, en Russie, le juge, pour le coup, on l'a vu, obéit à Poutine, point barre. Évidemment que c'est essentiel, la séparation des pouvoirs. Évidemment, le législatif, exécutif et la justice, c'est la base de toute démocratie. Et ça renvoie justement d'autant plus à cette question, j'y reviens, de l'idéologie de la justice. J'entends monsieur, bien sûr, parler de l'analyse des causes, parler de la prévention, parler de la justice des mineurs. C'est quand même... Il faut déjà bien comprendre qu'en France, quand vous avez un enfant en danger, parce qu'un enfant qui commet des délits, c'est un enfant qui est en danger. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parents, d'adultes responsables pour l'éduquer correctement, pour prendre soin de lui, pour l'aimer, pour qu'il ne soit pas délinquant. Bon, cette personne, elle est prise en charge de l'enfant par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et si, d'aventure, il commet des délits plus graves, alors on change complètement d'institution et il passe à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et la PJJ, c'est un naufrage. Les éducateurs de la PJJ font de l'idéologie, ils ne font pas de la prévention, ils ne font pas de l'éducatif. Ça n'est pas vrai. Et si vous vous intéressez à la culture populaire, vous avez une série qui est excellente, qui s'appelle Engrenage sur Canal+, et vous voyez, lors d'une saison, précisément la police qui va voir des éducs de la PJJ pour interroger un gamin, et les éducs lui disent « Ah, attends, on peut pas nous se présenter avec toi qui est flic, parce qu'à ce moment-là, on perd toute crédibilité. »
Et ça, ce sont des séries qui sont très documentées, qui sont vraiment en prise sur le réel, et ça montre à quel point, si vous voulez, vous avez une idéologie de la justice et de certains éducateurs aujourd'hui en France qui fait que ça ne peut pas fonctionner parce que la justice fait une idéologie anti-police et anti-ordre et anti-construction de la société. On est obligé d'aller au standard, au 08. Je peux pas laisser dire ça. La PJJ n'est pas un naufrage? Non, attendez, la PJ est en difficulté. Alors c'est un double euphémisme. Attendez, laissez-moi terminer. Sinon je pense connaître le sujet pour l'avoir fréquenté quand même pendant 40 ans et avoir été juge en pratique pendant 30 ans. La PJJ est en difficulté. Elle l'est moins aujourd'hui qu'elle l'a été, mais elle est en difficulté. Non pas pour les raisons que vous dites, mais simplement pour des raisons très concrètes, bassement matérielles. Comment un éducateur peut-il avoir 25 situations à suivre? On ne peut pas, lorsqu'on est une personne, suivre 25 cas difficiles, c'est pas vrai. Et encore faut-il que tous les postes soient pourvus, ce qui n'est pas le cas. Encore faut-il ne pas supprimer 500 contrats comme ça vient de se faire là il y a quelque temps. Il va pas rendre le manque de moyens n'excuse pas. Qu'après les éducateurs aient une déontologie et une éthique comme vous, journalistes, vous avez tous individuellement une éthique et collectivement une déontologie, vous ne pouvez pas les condamner. Ils ont une conception de leur boulot. Vous pouvez en penser ce que vous pouvez, mais ils font du bon boulot globalement. Et là, vous caricaturez dans ce que vous dites. Heureusement. Et vous avez dit, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Le Cerf, président du conseil départemental du Nord-Pas-de-Calais, qui démontrait dans le rapport qu'il avait fait en 2011 que dans 85 et quelques pourcents des cas où le tribunal pour enfants et les éducateurs de la PJ intervenaient, les jeunes n'étaient pas délinquants en leur majorité. C'est quand même une sacrée réussite. Alors qu'il puisse y avoir des dérives, des échecs, des difficultés, bien évidemment. Mais là, où vous vous plantez totalement, c'est en négligeant que l'aide sociale à l'enfance, qui est en amont de la PJJ, est en grande difficulté. C'est elle aujourd'hui qui est sinistrée. Ce qui veut dire, au passage, que l'une est en difficulté, la PJJ, et que l'autre est sinistrée. Ce n'est pas les deux ministres qui vont changer les choses s'ils ne s'y mettent pas ensemble. Oui. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, Jean Dorido n'est pas journaliste, il est docteur en psychologie. Et il a une éthique aussi. Non, je le dis parce que je ne suis pas sûre qu'il ait entendu votre titre. Merci mille fois en tout cas. Merci à vous. Et joyeux Noël. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de belles fêtes. Jean-Pierre Rosenberg, magistrat et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Allez, vous restez avec nous. On va vous offrir un joli cadeau ce soir. On avait dit quel chiffre? Vous aviez dit quoi, Bernard? 7e appel au standard. Eh bien, c'est une fille, une femme, Séverine, qui est avec nous, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Séverine. Bonsoir Séverine. Bonsoir Cécile et Philippe. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Comment ça va Séverine? Oui, ça va très bien, je suis très contente. Attendez, vous êtes très contente. Oui, déjà de vous avoir. Là, c'est le premier stade. Et le deuxième stade... C'est le climax. Allez, on écoute. Comment vous dire, Séverine, on espère que vous aimez les sensations fortes. Écoutez bien, vous avez remporté votre baptême de saut en parachute avec le centre de parachutisme chute extrême. Vous allez pouvoir vivre des sensations uniques en chute libre ou en tandem. Parce que ça, c'est important. Merci beaucoup. Un cadeau inoubliable avec chute extrême, centre de parachutisme à Lézignan-Corbière, à Castres, Revel ou Narbonne. Comment vous dire, vous avez un fiancé ou une fiancée, Séverine? Non, pas encore, mais je trouverai quelqu'un pour m'accompagner. Ah oui, là vous pouvez sauter en tandem. Il y a quelqu'un qui vous accompagnavez pour sauter. C'est sympa. Non, mais le truc, c'est ou tu me dis oui pour le mariage ou je te pousse. Vous avez jamais sauté en parachute? Ah non, pas du tout. En plus, je l'ai jamais fait. J'ai toujours voulu, mais je l'ai jamais fait. Donc, vraiment, je suis vraiment très, 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 très contente. Merci beaucoup. Génial, Séverine. On est très heureux de vous l'offrir. Vous allez faire quoi ce soir, Séverine? Alors ce soir, je vais réveillonner en famille et demain matin, je travaille puisque je suis infirmière libérale. Donc là, j'ai le cœur rempli de bonheur. Là. Merci beaucoup à vous. Vous êtes une fidèle de Sud Radio?
Ouais, ne vous entraînez fidèle pas. de Sud Radio. Ne sautez pas du Oui, premier étage en vous entraînant. Parce que Ça serait dommage. C'est promis, je non, vais mais essayer. avec un tout petit peu d'alcool. Ah, je vais essayer ce soir. N'essayez pas, bien entendu. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir joué avec moi nous. Aussi, joyeux Noël à Joyeux vous. Noël. Merci encore. Très bon réveillon. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, David sera avec nous pour le Qui c'est qui l'a dit avec nos vraies voix du jour. Vous êtes au taquet, les vraies voix? Au taquet, voilà, on y va. On va voir ça. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette belle table de réveillon avec oui. une dinde qui n'est pas moi, je vous le dis tout de suite. Et j'espère, pour rester dans les volailles, qu'il n'y a aucun chapon autour de la table. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est très dur. On est dans de lourd, En là. revanche, il y a 4 grosses patates. Et on démarre par Tom Conan qui est avec nous, artiste, essayiste, Jean Dorido, docteur en psychologie, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du cercle Étienne Marcel. Si on fait pas de vanne le 24 décembre, on ne peut rien. Mon cher David, qui nous appelle de Saint-Gaudens, j'adore Saint-Gaudens. Ah oui, on y était allé aux Pyrénéennes. David, c'est à vous de lancer le jingle. Bon, alors, qui c'est qui l'a dit, Sam Billière, c'est sûr qu'on n'aura pas de tricherie. C'est parti. Sud Radio, le quiz de l'actu. Voilà quelqu'un réaliste. Voilà une parole sage. La méchanceté. Exactement. L'auditeur a toujours raison. Mais c'est vrai, c'est vrai. David, écoutez bien ce qui c'est qui l'a dit de 3 points. Si vous en êtes à rappeler Manuel Valls, c'est que même Judas n'était pas disponible. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Alors, David, c'est un député, vous êtes de Saint-Gaudens, de la Haute-Garonne. Bah ouais, mais pas de Saint-Gaudens. Non, mais c'est 12 points. Bah non. Comment? Non. Picmal? Non, pas Picmal, non, un autre de LFI. J'avais compris Chic-Moll, j'ai dit c'est. Non, François Picmal. Picmal, alors, pardon. Non. Bompard, non, il n'est pas de là-bas. Son prénom est Adrien. Non, Clouet. Adrien Clouet. Il l'a dit, Adrien David. Clouet, député LFI. Bravo. Qui c'est qui l'a dit, toujours à 3 points? Il n'y a pas beaucoup de Français qui pleurent de ne pas voir Xavier Bertrand au sein de ce gouvernement. David. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Marine Le Pen. Non, même parti. Je suis pris la main dans le sac, j'ai pas écouté. Un porte-parole du RN, Non. Elle Bardella est députée du Sud-Ouest. La Valette. Non, là c'est Sud-Est. Diaz. Oui, bonne réponse de David Edwige Diaz, député de la Gironde. Il est en train de vous ridiculiser. Moi, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il a le prénom? Edwige Diaz, il est Edwige. Ah, Edwige, oui. Je pensais que c'était David. David, écoutez bien, 2 points. La seule ligne écologique de ce nouveau gouvernement sera visiblement le recyclage d'anciens ministres. Très bonne vanne. Ça aurait pu être moi, mais non. Donc, non, je sais pas. Allez-y. Tourdelier? Non, j'allais dire, ouais. presque. Pas mal. Autain? Non, c'est une autre femme. Rousseau. Il l'a dit plus vite, Jean Dorido, il engrange donc 2 points. Sandrine Rousseau. Rousseau, ça marche toujours. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Manuel Valls est un boulet plus qu'autre chose. Comme David. ça, c'est cash, Ah, c'est clair. cash. Alors, Fort. Ouais, j'aurais dit Non. Non, plutôt communiste. Roussel? Brossard? bonne réponse, Yann Brossard, qui sera demain matin l'invité de la matinale, donc ça fait 3 points pour Tom Conan. C'est une question à 3 points aussi. La nomination d'Elisabeth Borne à l'éducation nationale est un affront au peuple français. David. Tanguy. Non, c'est un député, mais pas du tout du même bord. LFI. Ah bah Bompard. Non. Manon Aubry? Non. Porte? Non, c'est un grand fan de Robespierre, on le voit sur Twitter. Ah, mais bonne réponse, Léaumont. Antoine Léaumont. 3 points pour David. Il y a du niveau là. Hyper bon, David. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? À quel moment François Bayrou a-t-il été centriste? David. Je donne ma langue au chat. Allez-y. Non, c'est un chef de parti. Ah bah, c'est un Premier ministre, comme... Non, il n'a pas été Premier ministre. Chef de parti de Mélenchon? Non. Oui, non. Bonne réponse de Tom Conan. Pardon, j'avais vu Olivier Faure. Je regardais en dessous, pardon. Donc je vais pas la faire celle-ci, je vais la faire l'autre. Qui c'est qui l'a dit 2 points? Ce gouvernement est toujours plus à droite, toujours plus illégitime. C'est un peu le musée de l'horreur. David. Pas nous. Non, c'est le même parti. Non, c'est un homme. Bompard. Non. Assemblée nationale. Ruffin. Non. Louis Boyard. Non, il compte les sous. Finance.
Coquerel. Il a dit dans le casque plus vite. Il a dit Coquerel dans le casque. Et David, mais quel talent. Enfin, c'est incroyable. Oui, très fort, hein. Écoutez, c'est le score final, Maxime. On n'a plus le temps. Oui, c'est fini. Eh bien, le score. David, 11 points. J'ai 0. Tom Conan, 5 points. Jean Dorido, 2 points. Et Bernard Cohen-Haddad. Lanterne rouge. Absent. Lanterne de Noël. Il a fermé boutique, il n'est plus là. David, bravo. Bravo David. Merci. Je pense que j'aurai le même sourire que le nain qui est sur la bûche ce soir. Vous savez pourquoi il a le sourire, mon cher David? Oui, ça on le sait. On ne dira pas, les enfants écoutent. Il dit, c'est peut-être pour ça. C'est pas drôle. Vous allez faire quoi, David, ce soir? Ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit réveillon, et puis j'hésite, je vous dis, entre le podcast de Philippe David ou je sais pas, je verrai. Sur les meilleurs calembours. On pourrait faire un best-of. Ah ouais, Vous c'est pas, très Cécile, bon. vous qui êtes fan? Non. C'est l'enthousiasme. Moi, je suis sur messagerie en ce moment. Laissez-moi des messages. Merci, David. On vous fait de très, très gros bisous. Joyeux Noël. Et merci d'avoir participé à cette Merci à vous. On souhaite une très belle soirée ce soir. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le journal et puis un peu de météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Un coup de gueule qui va nous embarquer en Pologne dont aucun média français n'a parlé mais que j'ai eu la chance de trouver et vraiment je suis hors de moi. On revient dans un instant. Petite pause. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous avons fait le choix de personnalités autour de cette table qui nous faisait plaisir d'avoir le 24 décembre avec Jean Dorido qui est avec nous, Tom Conad, Bernard Cohen-Haddad et bien entendu avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Et le coup de gueule de mon Philippe dans un instant. Je vais pousser un coup de gueule sur un événement qui est passé inaperçu en France que j'ai trouvé sur des médias étrangers et qui m'a, je l'avoue, révulsé. On en parle dans un instant. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300. On les écoute. Bonjour, Benjamin Laurent. Voilà, je vous appelle concernant le nouveau gouvernement. Donc il y a quelque chose qui m'interpelle un peu. Je suis originaire de Dijon. On a un maire qui s'appelait Rezzamen, qui a laissé la mairie parce qu'il était soi-disant fatigué, qu'il n'en pouvait plus, que le travail de maire était éreintant. Et là, ce que j'apprends, il fait partie du gouvernement. Mon Dieu, mais c'est pas possible. On nous prendrait pas un petit peu pour des jambons? Donc voilà, moi il n'y a pas de problème pour que vous me rappeliez au 07 87. Oui, il faut couper le numéro. On vous rappellera, bien entendu. C'est vrai que le rôle d'un maire, c'est très difficile psychologiquement, on se rend pas compte. Beaucoup de responsabilités aussi, connaît. et puis il avait peut-être envie d'autre chose. Dans le micro. Il avait peut-être envie d'autre chose, ça fait partie aussi du débat républicain, dans la mesure où il a été ministre à un moment, mais très peu de temps. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi une tâche ardue d'être ministre. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Alors là, je suis très touché. Je n'étais pas au courant là, très touché du témoignage de Laurent. Ça fait penser, vous savez, la personne, quelqu'un l'appelle, ça te dit, on se voit ce soir. Ah non, chérie, je suis crevé, je peux pas. La personne apprend que le type est sorti faire la fête jusqu'à point d'heure avec quelqu'un d'autre. C'est vexant. Voilà, il va peut-être pas faire la fête au gouvernement là. Non, c'est si le type il dit j'arrête, maire de Dijon, je suis crevé, j'en peux plus. Bon, tu voudrais pas être ministre? Ah ouais, d'accord, j'arrive tout de suite, les copains. Ouais, non, c'est quand même, c'est pas classe. Ça donne l'impression qu'ils ont quand même dû avoir quand même beaucoup de mal à trouver des gens qui soient dispo et volontaires pour venir dans le gouvernement. C'est sûr. Très très retors. Quand vous n'étiez pas dispo, Tom? Moi, j'étais pas dispo, j'avais piscine toute la semaine. En plus, vous aviez acheté un nouveau maillot. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Très saillant d'ailleurs. Il le met toujours dans le mauvais sens. Mais bon, un jour on lui dira. Ça rentre pas, c'est terrible. Oh non, mais là, Tom, s'il vous plaît. Tom, moi j'ai un truc à vous dire, Tom. Quand on avance des choses, il faut le montrer. Il faut des preuves. Comme Philippe David. Donc si, voilà. Je sais mettre Non mais Philippe David, physiquement, n'a pas le choix. Voilà. C'est difficile de se cacher dans une chemise de 36 quand on ne sait pas la taille. Enfin voilà, tout ça pour dire ce que vous voulez. Allez, c'est le 24 décembre, on a le droit. On a le droit de rigoler. Et les vrais mots pour la bonne humeur. On fait une petite pause dans un
dans un instant le coup de gueule de Philippe David. C'est un sujet sérieux. Donc on revient. On fait une petite pause et à tout de suite. Minibus. Jusqu'à 19h, vous l'avez bien compris, c'est une émission un peu spéciale, hein, gouvernement, puisqu'il vient de tomber, c'est un peu le cadeau de Noël des Français, ou pas. Chacun voit midi à sa porte avec Tom Conan ce soir, Jean Dorido, Bernard Cohen-Haddad et vous au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. En attendant, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui ne se trouve pas en France aujourd'hui, mais à Varsovie, capitale de la Pologne. Pourquoi Varsovie ? Parce que, au hasard de mes pérégrinations sur le web, j'ai appris en lisant des médias étrangers en français, médias israéliens, maliens et camerounais, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait renoncé à se rendre le 27 janvier prochain à Auschwitz pour les commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp par les soldats de l'Armée rouge. Pourquoi ce renoncement ? Parce que le gouvernement polonais, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, Władysław Bartoszewski, a confirmé vendredi dans les colonnes du journal Rzeczpospolita que le pays arrêtera le Premier ministre israélien s'il venait en Pologne. Une mesure motivée par le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes de guerre présumés dans la bande de Gaza. Une décision expliquée par ces mots. Nous sommes tenus de respecter les décisions de la Cour pénale internationale, la Pologne étant membre de la CPI. Et je suis outré. Alors que le monde va commémorer la libération de la principale usine de mort de l'Allemagne nazie, plus d'1 million de personnes ont été assassinées à Auschwitz, dont 90% de juifs, que des menaces d'arrestation du chef du gouvernement de l'État hébreu, État démocratique, empêchent celui-ci de se rendre sur place. Une absence qui ne sera pas la seule, puisque Isaac Herzog, le chef de l'État, sera lui aussi absent, le gouvernement israélien étant représenté par son ministre de l'Éducation, Yoav Kish. On aurait pu attendre de la Pologne une autre attitude, elle qui, outre Auschwitz, a eu malgré elle sur son sol occupé par l'Allemagne l'ensemble des camps d'extermination nazis, Majdanek, Treblinka, Belzec, Sobibor et Chelmno, et les principaux ghettos d'Europe. Je pense en particulier à celui de Varsovie, dont l'insurrection il y a 80 ans a fait 250 000 morts en 2 mois. Dans le livre Une histoire française, Valère Starazelski écrivait « La mémoire est un drôle de brouillard ». Elle est même aujourd'hui un drôle de nuit et brouillard. Bravo. Bernard Cohen-Haddad. Je partage totalement, mon cher Philippe. Je suis très ému par ce qui a été dit, c'est très juste. Comme quoi, lorsqu'on veut appliquer le droit, parfois, on est à côté de la plaque. Non, moi j'adhère pas entièrement à ça. Enfin, je vois très bien la philosophie derrière votre prise de position. Elle est très légitime. De là à vouloir arrêter effectivement Netanyahou s'il venait commémorer ce si triste anniversaire, évidemment, ça me paraît tout à fait excessif. Mais on peut aussi comprendre que dans la situation actuelle, avec le massacre à Gaza qui a lieu depuis maintenant des mois, qu'effectivement il ne soit pas forcément le bienvenu dans la période actuelle. C'est effectivement un peu compliqué qu'une autre personne soit envoyée qui représente évidemment Israël. Ça me semble tout à fait nécessaire, indispensable même. Néanmoins, effectivement, cette personnalité est quand même un peu problématique. Jean Dorido. Je suis très touché, bien sûr, moi aussi, par votre très bonne intervention, Philippe, comme toujours. Et ça me rappelle à quel point le monde, je voudrais pas casser le moral en ce soir de réveillon de Noël, toutefois le monde ne va pas bien. J'ai grandi dans une France où il y avait des espèces de grands invariants qui étaient indiscutables en réalité. Typiquement, la mémoire concernant la Shoah. Moi, j'ai vu Nuit et brouillard enfant quand j'étais au collège ou au lycée. Et c'est un fait, quoi qu'on puisse penser de la géopolitique actuelle, le fait qu'un homme d'État de tout premier plan, un homme d'État israélien, soit interdit de séjour en Pologne pour célébrer les 80 ans de la libération d'Auschwitz, ça rappelle à quel point la situation du monde actuellement est extrêmement tendue, et c'est angoissant, c'est triste, et ça n'est pas satisfaisant. On peut pas, quels que soient les sujets importants, on peut pas se satisfaire de ça. Il y a un vrai problème. Ouais. Tom, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que alors il n'y a pas de gradation d'événements, mais c'est vrai que de le laisser aller sur place et de gérer ça après, enfin il y a peut-être des situations à. Ouais, bien sûr, mais moi je suis pas forcément favorable à ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Enfin, je n'ai pas les fondements juridiques sous les yeux qui me permettent de savoir si c'est vraiment justifié ou pas. Surtout qu'il est présumé. Néanmoins, c'est vrai que la Cour pénale internationale a quand même
une légitimité. Voilà, on peut la contester, mais elle en a une. Et en effet, effectivement, plusieurs États, dont la France, sont quand même signataires. Donc à un moment donné, il est quand même normal de reconnaître les traités qu'on a nous-mêmes signés. Sinon, il faut les dénoncer et sortir de la CPI. Si on n'en sort pas, il faut aussi reconnaître un certain nombre des décisions. Et c'est le cas notamment pour la Pologne. Pardon, on a parlé tout à l'heure justement de la justice. Ça montre à quel point il faut respecter, bien sûr, tout ça. Il faut toujours se méfier un peu des institutions quand même, qui sont aveugles précisément. Et puis il faut peut-être respecter aussi la démocratie dans certains pays. Netanyahou, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a été élu démocratiquement par les Israéliens, et que le Premier ministre de l'État d'Israël ne soit pas à Auschwitz pour les 80 ans, moi je trouve que c'est une erreur. Merci beaucoup Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur ce nouveau gouvernement, qui, bien entendu, dont vous avez entendu la liste en boucle depuis hier. On avait envie de vous entendre au 0826 300 300 avec Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités. Et bonsoir Luc. Chez vous. Je vous en prie. Quel est votre regard justement sur ce Xème gouvernement Bayrou ? Alors déjà, si vous me le permettez, je dirais insatisfait pour le coup de gueule de Philippe David. D'accord. Je trouve que nous sommes devenus des amnésiques et même s'il faut aller de l'avant, l'histoire est là. Et il y a des comportements, des choses qui sont inadmissibles et qui le feront à jamais. Ceci dit, pour une petite touche, ma compagne étant polonaise, je vais illico presto de la mettre en état d'arrestation pour que les balances soient mises à l'heure. Ce gouvernement me paraît, comment vous dire, il y a des gens sensés, des gens qui paraissent être à leur place. Monsieur Retailleau, bien évidemment. Monsieur Darmanin, dont j'attends, je dirais qu'il bénéficie, qu'il se saisisse de la dynamique Retailleau. Le ministre des Armées me paraît être quelqu'un de cohérent. Le ministre des Finances, monsieur Lombard, je crois. Oui. J'ai vu un petit peu d'où il venait, ce qu'il était. Je ne peux que lui donner un a priori favorable. D'accord. Ok. Les deux, entre autres choses, j'ai deux a priori négatifs. Madame Borne, à l'éducation. La première chose qu'elle nous a dit, c'est qu'elle allait se battre contre les incivilités. Il s'agit de savoir ce qu'elle appelle incivilité, parce que ça me paraît plutôt être un terrain de guerre, l'école à l'heure actuelle. Elle a dit aussi qu'elle c'était pas vraiment son domaine, donc c'est un peu gênant pour elle. C'est un peu gênant, on est bien d'accord. Qu'elle laisse la place à quelqu'un d'autre. Bougez pas, lui, bougez pas, parce que Majid est avec nous, il travaille avec nous. Majid, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, peut-être un ou deux tweets à nous dire, à nous donner. Eh bien oui, ce nouveau gouvernement sous le sapin a provoqué énormément de réactions sur X, anciennement Twitter, ce qui a inspiré les internautes de la twittosphère qui sont pour beaucoup pessimistes, comme c'est le cas de Burton Paul qui cite Bayrou réconcilier et renouer la confiance avec cette bande de bras cassés qui ont déjà démontré combien ils sont malfaisants ou incapables, ou les deux. Combien de temps va tenir ce gouvernement? Top chrono. Donc, ce qui démontre vraiment une certaine interrogation quant à la durée de ce gouvernement. Ouais. Et puis, il y en a d'autres, certaines personnes comme Hugo DSR, qui ont un peu plus d'imagination, qui présentent ce gouvernement comme les Avengers. Ah ouais. je cite Borne, Darmanin, Valls, Retailleau. C'est un casting digne des Avengers, sauf qu'ils ne sont pas là pour venir sauver la France. Donc, voilà. Et qui dit justement 24 décembre, qui dit Noël, qui dit cadeau, c'est le cas de c'est Thomas Seck qui tweet le vrai cadeau de Noël de Macron, c'est un gouvernement si nul et si haïssable qui va faire l'unanimité contre lui autour de la table du réveillon. Voilà, très bien. Il poursuit, si vous vous disputez cette année, c'est que vraiment vous y mettez de la mauvaise volonté. Très bien. Au bon accueil, bonjour. 0826 300 direction Bordeaux avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir Olivier. Alors Olivier. On commence parce que ce gouvernement. Par le mieux, par le pire, comme vous voulez. Alors, bon, on a droit à Manuel Valls qui a trahi sa parole, celle des électeurs français et espagnols, qui manifeste avec l'extrême droite, qui est nommé ministre de l'Outre-mer alors qu'il situait Mayotte dans le Pacifique, qui est officiellement raciste. Je rappelle qu'il s'est fait enregistrer parce qu'il voulait un peu plus de blancos dans le public.
et qui défend toujours l'extrême droite israélienne en couvrant le génocide, qui est quand même reconnu par les instances internationales et les experts en Holocauste. Je vous avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec l'édito de Philippe David, mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Et j'ai beaucoup de respect pour Philippe au demeurant, même Merci. si je suis, parce que je sais que c'est quelqu'un de très sérieux. Enfin, bon, bref. Ah bon Elle ne peut pas s'empêcher de dire du mal de moi, même le soir du réveillon. Vous pouvez pas tout savoir. On a déjà bu un coup ensemble avec Philippe et on a déjà bu un coup ensemble et je sais que c'est quelqu'un de bien. Il a acheté votre silence. Ok, d'accord. Allez-y, Olivier, allez-y. Après, on a Elisabeth Borne, la reine incontestée du 49.3, qui a expliqué sur tous les plateaux qu'on allait perdre notre carte vitale après la censure et qui vient et qui connaît pas grand-chose à l'éducation nationale. C'est censé rassurer les Français sur le futur traitement de leurs enfants et de leurs profs, j'imagine. C'était le cas de celle avant elle. Hein. Ouais, la preuve. À chaque fois, et ça avant marche, aussi, ils nous mettent des ODA, bras c'était pas cassés. mieux. Après, il y a Gérald Darmanin. En 2021, il manifestait avec Alliance Police pour dire que le problème de la police, c'était la justice. Il est accusé d'abus de pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles et on le nomme très logiquement ministre de la Justice. Ça parle tout seul. Après, on a qui d'autre? Ah oui, il y avait Aurore Berger aussi. La femme politique qui a autant de mentors qu'il y a de partis à droite. Alors elle a été prise en flaque de parjure, de favoritisme dans l'affaire des crèches. Peut-être qu'ils auraient dû la nommer à la petite enfance, en fait, pour être cohérent. Et puis après, on a qui? Alors, Retailleau et l'éviction de Bertrand, ça, c'est deux trucs aussi qui sont intéressants, parce que c'est les deux cautions, certes temporaires du RN, mais je pense que ce gouvernement va sauter plus vite que celui de Barnier. Donc, moins de 99 jours. Allez, restez avec nous, parce qu'on vous met des ministres sous le sapin, vous en voulez aucun, c'est incroyable. David, on n'a pas beaucoup de temps, c'est les auditeurs. 0826 300 300, David est avec nous de Saint-Gaudens. Alors, c'est ministre, David. Comment dire, c'est le retour de la troisième où on recasait les présidents du Conseil, on les remettait ministres. Là, c'est pareil avec Borne et Valls. Valls, je pense que lorsqu'on a parlé des Outre-mer, il a dû regarder la carte de la France de 1872. Il a confondu Barcelone et un de nos territoires d'Outre-mer. Mais bon, ça c'est pas étonnant. Borne, comme vous l'avez dit, elle y connaît rien, mais elle y connaissait rien déjà avant lorsqu'elle était Premier ministre, donc ça changera pas grand-chose non plus. Darmanin, en fait, on a repris des gens qui ont échoué partout, en imaginant qu'ils vont réussir aujourd'hui. Sincèrement, j'ai de gros doutes. Et puis le dernier doute, c'est, excusez-moi, mais lorsque on voit déjà le président qui, au Conseil de l'Europe, se fait représenter par l'Allemagne, on a bien compris que le gouvernement français et la France ne pèse plus grand-chose. Alors, quels que soient les ministres, si on ne change pas totalement de politique, il n'y a rien qui changera. En fait. David, Luc, Olivier, j'ai envie de dire, avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. C'est bien, il n'y a pas qu'avec moi, il n'y a pas que moi qu'elle dézingue. Non, allez, un truc positif quand même, David, Luc ou Olivier, un truc positif. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Attendez. Moi, j'ai un truc positif. C'est qui? C'est Olivier. Olivier, allez-y. J'ai un truc. Ce que je trouve positif, en fait, c'est que tout le monde comprend aujourd'hui l'importance de construire une 6e République pour en finir avec ce que Macron a fait de la 5e. Bon, tout le monde non, je ne peux pas d'accord. Écoutez, à un moment donné, en tout cas, moi, dans ce que j'entends partout, c'est qu'il faut en finir avec la monarchie présidentielle déconnectée. Merci, Olivier. Le mot de la fin avec David et Luc. D'abord, Luc. Oui, écoutez, finalement, je suis plus positif de la bande, alors que ce gouvernement n'est absolument pas ma tasse de thé, il n'est absolument pas ce que je voulais. Moi, je crois que le plus gros problème pour moi de ce gouvernement, pour l'instant, c'est François Bayrou. Allez, très bien. Merci beaucoup, Luc. Passez de belles fêtes de fin d'année. David, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, mais il ne sera pas pour le gouvernement, il sera pour tous ceux qui ce soir vont passer Noël tout seuls ou à leur poste, c'est-à-dire nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, nos infirmières, les agents de la sécurité privée, bref, tous ceux qui ce soir bossent pour que nous, on puisse réveillonner tranquille. Bravo, bravo, David. Et on fait un gros bisou à Majid, qui est c'est le meilleur stagiaire de la Terre. Je dis, il est formidable. Et c'est sa première dans les vraies voix. Merci beaucoup. Le meilleur d'entre nous, mais pas avec la même coupe de cheveux qu'Alain Juppé. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix. Il y a un petit côté règlement de compte à OK Corral pendant les pubs, dont je suis la victime expiatoire. Mais Philippe David, on va le dire. Alors, Philippe David, vous le connaissez maintenant, il a une mémoire phénoménale, il est hypermésique, ça c'est sûr. Et moi, je suis l'inverse, c'est-à-dire que je me souviens de personne, de rien, de voilà. Et donc, j'expliquais autour de moi que de toute façon, il peut vous dire n'importe quoi, puisque forcément, vous n'avez pas la même culture, puisqu'il n'a pas la même mémoire, et donc vous le trouvez formidable, mais ça se trouve, il dit n'importe quoi en fait. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, vous avez tellement peu de mémoire que quand je vous appelle le matin, vous dites mais qui vous êtes, monsieur? Non, ça c'est parce que j'ai jamais inscrit votre nom sur le téléphone. Je veux surtout pas être attaché à vous. Qui est cette personne? Allez, autour de cette table, Top Conan, Jean Dorido, Bernard Cohen-Haddad, et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Le tour de table. De l'actualité. Et on en profite pour embrasser Philippe Bilger, bien entendu. Avec Tom, votre tour de table sur un point important, thématique sur la dette. Oui, comme vous le savez, la France est quand même à deux doigts de la faillite. Il faut quand même un petit peu ouvrir les yeux. C'est un peu triste, mais ce qui se passe est quand même assez grave. Alors la France, en 2025, va devenir le plus gros emprunteur de la zone euro. Donc il y a 1271 milliards d'euros qui vont être levés sur les marchés l'an prochain pour toute la zone euro. Et rien que la France, c'est quand même plus d'un quart. Donc on est vraiment en pole position, en triste pole position. Et comme vous le savez aussi peut-être, il y a quelques jours, la Banque centrale européenne, la BCE, dirigée par Christine Lagarde, ils ont arrêté de racheter des bons du Trésor. Et effectivement, ce qui permettait effectivement de soutenir la dette française et donc indirectement la note de la France. Des OAT, exactement. Voilà, les obligations américains, c'est les obligations assignées du Trésor. Exactement. C'est tout à fait vrai. Et donc dans ce contexte-là, donc effectivement, il y a à la fois la note de la France, comme on le sait, qui a été dégradée, et dans le sillage, ça j'avais un peu loupé cette information. L'agence Moody's a également dégradé 7 banques françaises, parmi notamment la BNP, le Crédit Agricole, le CIC, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel Arkea, etc., etc. Donc 7 grandes banques françaises, donc parmi quand même les plus importantes pour certaines d'entre elles. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été dégradées? Justement parce qu'elles détiennent forcément de la dette française, en partie. C'est évidemment pas les seules, donc elles sont quand même exposées. Il y a même ce qu'on disait à une époque dans les années 2009-2010, quand il y a eu la crise des dettes souveraines, la crise des en Grèce, etc. Dans le sillage de la crise des subprimes, c'est les risques systémiques, effectivement, le risque de contagion quand vous avez une crainte effectivement qu'un acteur économique soit exposé avec un doute sur sa solvabilité éventuelle, etc. Voilà, donc tout ça pour dire que sans vouloir affoler les chaumières outre mesure, la situation est quand même extrêmement critique. Moi, je suis assez positif. En tout cas, j'ai un peu d'espoir par rapport au profil d'Éric Lombard, qui a un profil, disons, social, réaliste, social-libéral assez intéressant, qui vient de la gauche, rocardien, voilà, qui a l'air quand même d'être un gars qui connaît quand même ces sujets, qui a dirigé BNP Cardiff, Generali en France, donc un assureur, et la Caisse des dépôts et consignations récemment. Donc moi, je dis, bon, voilà, ayons un petit peu d'espoir dans ce temps extrêmement troublé. Bernard Cohen-Haddad. Écoute, sur la dette. Sur la dette. Je crois qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Bien entendu que M. Lombard est quelqu'un de compétent, mais les marges budgétaires sont très faibles. La difficulté que nous avons pour placer nos produits en matière européenne et internationale. Et il faudra du temps, surtout. Il faudra du temps. L'interventionnisme de l'économie américaine à partir de janvier va faire beaucoup de dégâts également. Le dumping chinois est toujours là. Donc on a vraiment aujourd'hui besoin de faire en sorte de mieux produire, de faire aussi d'investir, de ne pas pénaliser nos entreprises. C'est ça. Et donc si bien entendu Éric Lombard, comme ça a été dit justement à l'instant, qui connaît bien les grandes entreprises privées et publiques, peut aider à écarter un petit peu ces difficultés qui sont devant nous très bien. Il est entouré d'une équipe formidable, mais ça ne suffira pas. La concurrence internationale, elle est extrêmement forte. Aujourd'hui, nous sommes un pays dévalorisé, humainement, militairement, politiquement. C'est peut-être ça aussi qu'il faut réduire. Jean Dorido. Oui, je voudrais pas qu'on se casse le moral en un si beau jour. Maintenant, c'est un fait que ce que peut-être une partie du grand public a du mal à comprendre, c'est que la France n'a plus d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, c'est pas magique. Et du coup, il y a plus d'argent en France. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Nous n'avons plus de manufacture en France. On ne fabrique plus rien. C'est la fameuse désindustrialisation. On nous a raconté la messe pendant des années autour de la tertiarisation de l'économie. Il faut faire du service, mais on gagne pas d'argent avec le
le service. Et on n'a plus d'argent. Les USA, qui est une grande puissance économique, ils ont des usines encore. Et tout ce qu'on aborde, tous les thèmes qu'on aborde toute l'année, aux vraies voix, le lien social, la cohérence d'une collectivité, le respect des institutions. En fait, la base, ce sont des usines en réalité. Il faut des usines pour recréer de la vie localement et recréer de la valeur et vendre et faire rentrer l'argent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dramatique. La France n'a plus de sous et du coup vit au-dessus de ses moyens parce qu'elle emprunte et c'est terrible. Bernard Conadad, contrairement au précédent gouvernement, le Père Noël Bayrou nous a donné un ministre des PME et ça c'est bien. Oui, une ministre. Moi j'étais déçu dans le gouvernement Barnier parce qu'on avait une ministre qui était une sénatrice de qualité, Madame Gattel, qui reste toujours ministre et qui était ministre de la décentralisation, des collectivités territoriales et accessoirement du commerce. Et là, le Père Noël François Bayrou nous a apporté, avant l'heure, puisque c'était hier, une ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des PME, de l'économie sociale et solidaire, Madame Louvagie, qui est une ancienne expert comptable, députée de l'Orne, maire de l'Aigle, qui connaît bien les problèmes des entreprises et des entreprises de proximité. Et c'est là-dessus où je voulais réagir. Je trouve que c'est une bonne chose que 96% des TPE-PME du territoire, qui sont 96% des entreprises, aient une ministre dédiée. Ça nous manquait un peu. On est tellement perdu face aux grandes entreprises, on est tellement perdu face à ce mur administratif, face aux contraintes que nous vivons au quotidien, à la difficulté de pouvoir nous organiser, face aux charges qui nous pèsent, aux dettes que nous vivons, la difficulté d'embaucher. Donc si on a une ministre qui sait nous écouter, qui sait d'où on vient et qui pourra nous aider, c'est une bonne chose. Et puis, cerise sur le gâteau, pour rester sur la bûche de Noël, c'est en tous les cas, pour ceux qui nous écoutent, c'est la période aussi d'acheter français. Il y a des mets de Noël, il y a des cadeaux de Noël, regardez les étiquettes. Allez chez vos commerçants de proximité. Sud Radio, c'est la radio de la proximité. C'est ce que dit notre ami Patrick Roger. Eh bien, effectivement, il faut regarder les étiquettes. C'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs. Ça fait vivre des entrepreneurs, ça fait vivre des artisans, ça fait vivre des salariés et ça fait vivre aussi des producteurs. Et ça durera certainement un peu plus longtemps que le reste. Un mot, ah bah oui, non mais complètement. Ça, c'est un fait aussi. Il y a une responsabilité collective. C'est vrai que j'ai toujours un peu de vergogne à responsabiliser de trop le consommateur parce que c'est un fait qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ont tellement de petits budgets, qui sont tellement justement ric-rac que c'est quand même difficile, même si justement les écarts de prix sont faibles. Il y a une tendance qui est bien naturelle d'aller vers le meilleur marché et c'est aussi la responsabilité je pense, de la grande distribution, même les enseignes de jouets et autres, en accord avec justement les pouvoirs publics, de faire en sorte que la production française soit à la portée de toutes les bourses, notamment des plus modestes. Ça c'est sûr. Et le risque actuel aussi, c'est la remontée du chômage, comme vous le savez. Il devrait y avoir... Qui est prévu pour 2025. Qui devrait arriver vers 8-9%, donc des taux qui deviennent très importants. Alors effectivement, ça avait quand même bien régressé depuis plusieurs années. C'était un peu l'un des seuls atouts qu'on pouvait quand même, effectivement, sur lesquels on pouvait compter. Et je pense que là, dans ce contexte-là, ce qu'on peut conseiller d'une certaine façon à tout un chacun, c'est de se former tout au long de la vie, d'être capable de bouger, de changer d'industrie, de créer soi-même éventuellement des projets, de se greffer sur des projets, ou de changer de région en effet, parce que parfois ça sera vraiment la seule bouée de sortie, la bouée de survie, pardon. Ouais. Et puis moi je dis toujours, mon arrière-grand-mère disait je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché. C'est vrai que marché coûte toujours trop cher. C'est vrai qu'un produit un peu plus cher dure certainement beaucoup plus longtemps. Jean Dorido, Michel Barnier avait fait de la santé mentale une grande cause nationale. Vivement les priorités de Bayrou. C'était exactement ça, oui Cécile. C'est pour rester dans le gouvernement, c'est un fait que c'était quand même assez réjouissant pour le psychologue que je suis d'entendre le Premier ministre, lors de sa présentation de politique générale, dire la santé mentale, ça va être la grande cause nationale, parce que c'est l'affaire de chacun, parce que tout le monde est concerné, toute personne dans ce pays connaît de près ou de loin quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des problèmes, qui peut-être parfois bascule dans des passages à l'acte tragiques. Et c'était réjouissant. Et les gouvernements se succèdent, les problématiques restent. La santé mentale en France, ça va très très mal. Il y a très très peu de moyens. La psychiatrie, c'est un désastre. La psychologie, c'est encore pire. On a des tentatives de suicide qui explosent chez les jeunes, des problèmes de prise de stupéfiants, de phobie sociale, de
depuis le Covid, etc. Et c'est vrai que j'ai hâte de savoir ce que va faire le nouveau ministre de la Santé, monsieur Yannick Neuder. C'est un cardiologue, ce monsieur, qui vient de Grenoble. Et j'espère, et je formule le vœu, je sais que nous sommes écoutés vraiment en haut lieu. J'espère que François Bayrou est toujours en ligne, il en toujours. Je compte vraiment sur toute cette équipe pour faire en sorte que la santé mentale, c'est même pas atteigne le niveau, c'est continue comme ça d'avancer dans le bon sens, parce qu'on part de tellement loin, de tellement de fonds de cours qu'il y a plus qu'urgence. Ouais, non, effectivement, c'était un sujet qui était en effet intéressant, qui était un peu singulier dans le discours de politique générale, effectivement, que j'avais remarqué. Et en effet, je pense qu'on le constate largement tout autour de nous. Ça devient un problème un peu de société. Et ensuite, ça pèse ensuite sur le moral et sur même la psychologie collective, puisqu'on voit effectivement un grand nombre de personnes qui sont dans des situations de désespoir ou de déshérence. Bernard Cohen-Haddad, il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui sont en déshérence. Bien sûr, en déshérence, en mal-être, en difficulté aussi de pouvoir être accompagné, parce qu'il faut des moyens. Jean le sait mieux que quiconque, parfois la pudeur, parfois aussi la difficulté de trouver le bon accompagnant. C'est le cœur du problème. On l'évoquait tout à l'heure pour les jeunes dans certains nombres de situations qui dérapent. Donc ça fait partie de la détresse de la santé publique. C'est une priorité nationale, il faut que ce le soit. Et puis c'est une façon aussi, une fois qu'on a réussi ce chantier-là, de mieux vivre ensemble. Exactement. Merci en tout cas pour ces 3 sujets passionnants. Vous restez avec nous dans un instant. Focus sur Éric Lombard, nouvel homme fort de Bercy, ancien patron de la Caisse des dépôts. Il est chargé de piloter l'économie en pleine crise budgétaire. Alors est-ce que c'est un atout pour le gouvernement ou un pari risqué? Alors parlons vrai, est-ce que vu l'état des finances publiques, Éric Lombard est condamné à être un père fouettard pour les contribuables en ce jour de passage du Père Noël? Est-ce que son poste à la tête de la CDC est de nature à rassurer les marchés financiers? Et à cette question, l'ancien président de la Caisse des dépôts à Bercy, c'est une bonne idée pour 16% d'entre vous, un cache-misère pour 67%, et vous êtes 17% sans opinion. Philippe Herlin sera avec nous, économiste. On vous souhaite la bienvenue. On revient dans un instant. Petite pause. Ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Revoyez vos classiques avec Pluto TV. Ça, c'est Turbo, un classique. Moteur et action. Ah, ça, c'est South Park. Cultissime. Un gars, une fille. Le couple le plus iconique de la télé. Je t'aime, chouchou. Vos programmes favoris sont disponibles gratuitement sur Pluto TV à tout moment et sur tous vos appareils. Pluto TV, des classiques déjà cultes et gratuits. Sud Radio Nîmes 104.7. Sud Radio. Il y a les résilients, les engagés, les originaux et les autodidactes, les lève-tôt et les lève-tard, les visionnaires, les créatifs, les stratèges, les leaders d'aujourd'hui et de demain, les jeunes et les moins jeunes. Et qu'est-ce qu'ils et elles ont tous en commun? C'est leur magazine. Ce mois-ci, retrouvez Entreprendre, le magazine de tous les entrepreneurs, et partez à la rencontre de l'extraordinaire Fatou Ndiaye, entrepreneur aux 1001 vies, engagé pour l'entrepreneuriat féminin. À découvrir en ce moment chez votre marchand de journaux. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, avec celle dont je répète qu'elle mérite malgré tout le mal qu'elle a pu dire de moi à ce micro, que le Père Noël soit d'une grande générosité avec elle, Cécile de Ménibus. Il est là, bien évidemment, Bernard Cohen-Haddad, Jean Dorido, ils sont là, et Tom Conan. Ça vous va? Mais je dis pas de mal de vous, c'est votre épouse qui m'envoie des messages en disant dis-lui, parce que si moi je lui dis, ensuite ça va. On n'avait dit pas la famille. Attention. Comment faire circuler des fake news? Appelez le 0826 35 500. Allez, on vous souhaite la bienvenue tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment combler 154 milliards d'euros de déficit? C'est un événement exceptionnel qui est lié à des recettes fiscales bien moins élevées que ce que nous attendions. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et à chaque fois que nous proposions des dispositifs de protection sur tous les bancs de cette Assemblée, dans toutes les oppositions, on nous disait dépensez plus. L'exécutif cherche plus que jamais à faire des économies. Rétablir nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public en 2027, c'est l'engagement que je prends.
Et c'était le poste le plus sensible à pourvoir. Éric Lombard prend les rênes du ministère de l'économie avec une mission urgente, avec le futur budget. Ancien patron de la Caisse des dépôts et créateur de la Banque des territoires, ce spécialiste des finances publiques inspiré par Michel Rocard a du pain sur la planche. Alors parlons vrai, est-ce qu'il va devoir augmenter les impôts, comme il vient de la gauche, ou baisser les dépenses, ou changer de logiciel pour ne pas se faire censurer par le RN comme le gouvernement Barnier? Et à cette question, l'ancien président de la Caisse des dépôts à Bercy, c'est pour vous un cache-misère à 67%, une bonne idée à 16%, et vous êtes 17% sans opinion. Et les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Et Philippe Erlin est avec nous, économiste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre appel a été transféré. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. C'est ça. Voilà, quelqu'un a quelque chose à se reprocher autour de la table. Suivez mon regard. Philippe David. Nouveau ministre de l'économie et des finances, Bernard Cohen-Haddad, finalement, ça fait du bien peut-être d'avoir des ministres qui ont l'habitude, mais de grands experts. Oui, d'avoir des ministres de la société civile, c'est toujours positif. Ça peut avoir un effet pacificateur et de se dégager de ce qu'on appelle le régime des partis. Éric Lombard est un grand patron public, un grand patron privé. C'est un homme qui a une éthique. Il a réussi au groupe Caisse des dépôts. Il a réussi aussi à Generali. Il a réussi dans ses différents mandats. Maintenant, les marges sont très faibles et on verra comment faire en sorte de réussir la quadrature du cercle. Effectivement, c'est un profil qui est très intéressant. Et moi, ce que je vois quand même, c'est que évidemment, les marges de manœuvre sont faibles, mais en revanche, il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment être clair et sérieux. C'est sur effectivement le budget, parce qu'effectivement, en fonction de cela, si on arrive à avoir un budget intéressant, équilibré, qui permettra de taxer davantage les plus aisés sans forcément augmenter effectivement la charge de manière démentielle, il se peut ensuite que les agents de notation nous notent mieux d'une certaine façon, et donc on emprunte à un coût inférieur que ce qui était prévu, et donc au final que le budget s'envoie ensuite améliorer et dégage d'autres marges de manœuvre pour des postes. Ça, c'est intéressant. Oui, écoutez, pour embrayer sur les excellentalismes de mes camarades, c'est toujours difficile de se prononcer, parce que si vous voulez, à moins d'être un ultra expert du sujet, c'est quand même compliqué. En tout cas, on regarde le CV pour l'instant. On regarde le CV. Le problème, c'est que justement, on nous présente. Je me rappelle de ce monsieur, vous savez, qui avait repris Casino. Là, c'est un type qui avait fait l'ENA. Jean-Charles Naouri. Voilà. On disait, mais c'est un génie, le mec, il est trop fort. Il a flingué la boîte, quoi. Je veux dire, les gens de Casino aujourd'hui, ils ont plus de boulot, mais c'est quand même une réalité, quoi, parce que le type, il a pas su faire, quoi. Et donc, si vous voulez, moi, je suis comme vous, je suis assez admiratif, très respectueux du CV de ce monsieur. Maintenant, Bruno Le Maire, bon, certes, il a fait de la politique toute sa vie, mais on nous le présentait comme un bon. Notre président de la République actuelle était présenté notre président de la République actuelle était présenté comme le Mozart de la finance. Ben, écoutez, je suis pas un ultra mélomane, mais quand même Mozart, j'ai le sentiment qu'il se débrouillait quand même un peu mieux en piano que M. Macron en finance. Certes, mais c'était une autre époque, M. Cohen-Haddad. Allez, donc, si vous voulez, le bénéfice du doute, mais c'est quand même très angoissant. Philippe Erlin, économiste, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Forcément, quand nous, on regarde le CV, on se dit lueur d'espoir. Oui, un peu quand même, parce que c'est quelqu'un qui a une compétence réelle par rapport à son prédécesseur. Et puis je crois aussi qu'on l'a pris parce que comme il a une carrière de banquier, c'est quelqu'un qui va être capable de parler aux ceux qui investissent leur argent dans la dette de la France. D'ailleurs, la Caisse des dépôts en possède elle-même beaucoup. Mais il faut savoir qu'en 2025, la France va devoir emprunter 350 milliards d'euros pour financer donc la dette et le déficit. Et il va falloir avoir un ministre des Finances qui puisse s'adresser à tous ces investisseurs, dont, je le rappelle, un peu plus de la moitié sont des investisseurs étrangers. Donc, et ça, c'est des gens qui peuvent assez vite décider, s'il y a un problème de confiance, d'arrêter d'acheter de la dette. Et s'ils arrêtent d'acheter la dette de la France, on se retrouve en faillite. Parce que l'épargne nationale ne suffit pas à financer toute la dette et tout le déficit. Donc je crois que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Il faut oui, non, mais vous avez raison. On a à peu près 335 milliards d'euros d'IDE, ce qu'on appelle des investissements directs d'étrangers, dont 130 milliards qui viennent des Américains. Donc, bien entendu, il faut rassurer les marchés.
les marchés pour montrer qu'on est une signature crédible. Il faut rassurer les investisseurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire en sorte de surtaxer les dividendes, de surtaxer les entreprises. Il faut améliorer aussi notre capacité d'aider les entreprises, surtout dans les territoires, et ne pas augmenter les impôts de production, baisser l'impôt de société. Il y a 11 points de différence sur l'IS entre la France et l'Allemagne. Donc, cher monsieur, est-ce que vous pensez effectivement qu'il faut geler les compteurs ou qu'il faut faire un effort vis-à-vis de notre système de production ? La seule façon d'agir pour réduire le déficit, c'est de baisser la dépense publique. Parce que je rappelle qu'au niveau des faillites d'entreprises, on est au niveau de 2008-2009, c'est-à-dire qui suivait la crise des subprimes. Donc c'est déjà une dévastation sur le tissu économique français. Donc la moindre hausse qu'on ferait sur les entreprises, ça se traduirait par des vagues de faillites. Donc il ne faut surtout pas toucher. Et j'ai noté avec satisfaction que François Bayrou, hier, dans son interview, a dit qu'il ne voulait pas augmenter les impôts sur les entreprises. Et il voulait même supprimer la taxe sur les bénéfices des grands groupes qui avaient été mis en place par le gouvernement Barnier. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il n'y a pas... Quand le journaliste l'a un peu interpellé pour savoir s'il y aurait des hausses d'impôts sur les ménages, il a un peu botté en touche. Donc j'ai un peu peur qu'il y ait quand même quelques hausses d'impôts sur les ménages. Mais en tout cas, a priori, sur l'entreprise, il n'y aura pas de hausse. Et donc la seule façon de faire vraiment baisser le déficit, c'est de s'attaquer à la dépense publique. Et François Bayrou a dit qu'il voulait... il a dit 1 € sur la dépense publique improductive. Donc espérons que ce sera suivi de faits concrets. Alors, oui, pardon, quand j'entends ça, vraiment, j'en ai froid dans le dos, parce que si vous voulez, la dépense publique, on n'arrivera pas à la baisser. C'est pas vrai, il y a quelque chose d'incompressible. Donc, si vous voulez, ça vraiment, il y a dépenses publiques et dépenses publiques. C'est un vœu pieux qui n'arrivera pas. Quant à la taxation peut-être des ménages au bénéfice des entreprises, pardon pour la porte ouverte, mais enfin, ça donne le sentiment que ce sont quand même toujours les mêmes qui payent, sans mettre un couteau entre les dents et brandir un drapeau rouge. Je laisse Tom Conan s'en charger. Il y a quand même des groupes en France qui sont ultra riches, qui font des bénéfices de dingue, qui distribuent des dividendes de dingue. Ce sont des personnes qui ont les moyens de se payer des conseillers financiers, des conseillers fiscaux, qui réussissent finalement par des pirouettes à payer un minimum dans le pot commun, dans la caisse commune. Et vous avez à côté de ça des petites gens qui travaillent, qui mouillent le maillot pour essayer de vivre à peu près dignement. Oui, mais pourvoyeurs d'emploi aussi, Jean Dorido. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Justement, tous ces cadeaux fiscaux énormes qui sont faits aux entreprises, c'est pas vrai. Les entreprises, elles ne créent pas d'emplois à l'arrivée. Non, ça c'est bidon. Non, vous pouvez pas dire ça. Alors, vive la France. Ne changez rien. Alors, vous savez quoi ? Ne changez rien. Écoutez très bien. On va écouter Philippe Erlin. On donne la parole à Tom Collin. Dans cette histoire des cadeaux fiscaux aux entreprises, ça m'énerve parce que les entreprises françaises sont celles qui sont le plus taxées dans les pays de l'OCDE. Donc, l'État fait de temps en temps, il tape un peu moins fort sur la tête des entreprises. Et les gauchistes disent que ce sont des cadeaux fiscaux. C'est faux. C'est simplement qu'ils tapent moins fort. Mais de toute façon, même avec les soi-disant cadeaux fiscaux, les entreprises françaises paient trop d'impôts et de charges. Donc, il ne faut absolument pas augmenter les taxes qui pèsent sur les entreprises. Et celles qui gagnent beaucoup d'argent, comme vous le disiez, ce sont les CAC 40 qui font en fait 90% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, on doit plutôt être content. On doit plutôt être content de les avoir plutôt que d'être exilés à Amsterdam ou à Londres et payer les impôts là-bas. Voilà. Donc moi, je dis qu'il ne faut pas toucher aux entreprises et il ne faut pas non plus toucher aux ménages parce que au niveau du pouvoir d'achat, c'est extrêmement tendu, c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Donc, il ne faut surtout pas augmenter les impôts sur les ménages. Donc, il ne faut aucune hausse d'impôts. Il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Où est-ce qu'on prend l'argent ? Il faut baisser. Alors, quand vous dites qu'on ne peut pas toucher aux dépenses publiques, c'est faux. La France est le seul pays qui n'a jamais réussi à baisser la dépense publique. Mais tous les autres pays ont réussi à le faire, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suède dans les années 90, le Canada aussi dans les années 90. Et ce que va faire Trump avec Elon Musk et le Doge, il va aussi sabrer dans les dépenses publiques. Donc on peut le faire, voilà. Mais à un moment, c'est un peu difficile. Les gens vont grincer des dents, mais si ça se fait et qu'il n'y a aucune hausse d'impôts et que l'économie, et que la croissance repart, finalement les gens seront gré à ce gouvernement et à François Bayrou. Voilà. Moi, il me semble qu'il y a deux aspects importants. Il y a d'abord effectivement la question de la justice fiscale, et Jean Dorido, j'adhère en grande partie à ce qu'il vient de dire, même s'il faudrait évidemment préciser ces points-là, mais là on n'a pas le temps de détailler toutes les mesures et tout, effectivement certains cadeaux ou mesures fiscales en tout cas qui effectivement n'ont pas été dans le sens d'une justice fiscale, parce que je rappelle qu'en France tout le monde paye beaucoup d'impôts, y compris les classes moyennes. Alors, évidemment les entreprises en payent beaucoup aussi, c'est tout à fait vrai.
vrai. Mais un mec qui gagne 2500 balles par mois, il en paye aussi beaucoup proportionnellement d'impôts. Énorme. Qu'il soit célibataire, etc. Mais avec quand même un problème, c'est que l'IRPP n'est payé que par 43% des foyers. Et ça pose question. Donc, à 2500 balles par mois, il en paye plein pot. Tom a raison. Il y a effectivement la justice fiscale. Et le deuxième volet, c'est la question des transferts intergénérationnels. Vous savez que le poids des retraites est énorme. C'est à peu près 50%, je crois, du poids des dépenses publiques, du poids de la dette. Je sais plus exactement, mais c'est de l'ordre de la moitié. Donc la moitié de l'augmentation de la dette est due aux retraites. Exactement. Voilà. Donc c'est un poids qui est considérable. Et donc effectivement, à un moment donné, il y a aussi un effort qui doit être réparti entre les générations. Il n'est pas normal que ce soit les nouvelles cordes qui se tapent tout le poids de l'effort et que les autres qui effectivement ont bien le droit de profiter de leur retraite, je suis premier à le dire, mais doivent aussi contribuer à leur hauteur. C'est normal que cet effort soit partagé. Et d'ailleurs, une grande partie, beaucoup de retraités sont tout à fait d'accord là-dessus. Moi, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux qui disaient, nous, on n'est pas forcément opposés au fait qu'il n'y ait pas de revalorisation au 1er janvier, comme ça a été déjà évoqué. Donc ça, je pense que c'est 2 points sur lesquels on peut jouer. Philippe Erlin. Oui, pour les retraites, moi je considère une façon de bien s'en sortir, de façon à ne pas augmenter, même à diminuer les charges de retraite qui pèsent sur les salaires et à augmenter les retraites des retraités, ce serait alors de briser un tabou français que personne n'ose faire, mais bon, c'est jamais l'épée dans le plat. Il faut ouvrir la porte, au moins de façon optionnelle, à la capitalisation. Bien sûr. Tout à l'heure, vous disiez justement que les entreprises du CAC 40 font beaucoup de bénéfices. Eh bien, tant mieux, profitons-en et permettons aux salariés d'investir une partie de leur cotisation sociale dans les actions d'entreprises françaises qui marchent bien. Et ça permettra d'augmenter leurs revenus lorsqu'ils seront à la retraite, sans avoir besoin d'augmenter les charges de retraite sur les salaires. Voilà, ce serait une bonne solution. Mais ça, il y avait une loi qui avait été faite de mémoire en 1997, début 97, c'est la loi Thomas qui avait été abrogée immédiatement par Jospin parce que c'est le tabou absolu, la capitalisation, Philippe Erlin, notamment à gauche. Voilà, malheureusement, mais même à droite, quasiment personne n'en parlait. Donc, à LR, ils n'en parlent pas. Donc, c'est vraiment tragique. Ce serait une façon de sortir et d'apporter de l'argent qui financerait toute l'économie. Donc ça, ce serait une bonne chose. Il faut aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mieux orienter la direction de l'épargne qui est stérile aujourd'hui vers le financement des entreprises. Ayons le courage de défiscaliser l'orientation de l'épargne comme c'était avant à travers le dispositif ISF-PME ou IFI-PME dans le capital des entreprises. Beaucoup de nos entreprises recherchent des capitaux, recherchent des investisseurs. Aidons les Français qui veulent aider les entreprises de proximité ou tout simplement qui veulent aider des medtech, des startups ou, comment dirais-je, des fintech, d'avoir des capitaux qui viennent de cette épargne qui aujourd'hui est stérile et qui ne va pas nourrir l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Erlin? Absolument. Mais une grande partie de l'épargne des Français est stérile. Pourquoi? Parce qu'elle sert à financer la dette de l'État. Une grande partie de l'assurance vie est investie dans la dette de l'État. Une grande partie des livrets bancaires type livret A est investie dans la dette de l'État. Et ça, c'est de l'investissement qui sert à rien parce que c'est financer le déficit de l'État. Voilà. Il faudrait même que tout cet argent puisse s'investir dans l'économie, par exemple dans la construction de centrales nucléaires, dans le financement des PME, dans la tech, etc. Il faudrait évidemment inciter les gens à mettre leur argent dans des supports comme ça plutôt que la situation actuelle où l'essentiel est investi dans la dette de l'État. Donc ça ne profite pas à la croissance et à l'économie. Mais est-ce que les Français sont ouverts à ça? Je le crois, oui, parce que les rendements seraient meilleurs. Parce que l'assurance vie, vous ne faites même pas l'inflation. Donc les gens qui mettent leur argent sur l'assurance vie, ils ne font même pas l'inflation. Et puis le jour où l'État fera vraiment défaut sur sa dette, elles peuvent être saisies du jour au lendemain. Et quand vous voyez ce que vous cotisez... Ça peut être saisi notamment grâce à la loi Sapin 2, qui date de 2016, qui permet à Bercy de couper, d'empêcher les gens de récupérer leur assurance vie. C'est inscrit dans la loi, c'est la loi Sapin 2. Voilà. Quand vous voyez ce que vous cotisez comme indépendant à la retraite, quand vous voyez ce que la CIPA vous prend comme indépendant, c'est une honte. Et à l'arrivée, des pensions de misère, c'est absolument scandaleux, alors que précisément, une ouverture à la capitalisation, ça permettrait d'arranger beaucoup de choses. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, Philippe Erlin, économiste. Merci à vous et joyeux Noël. Des très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Et on va remercier bien entendu Tom Conan qui était avec nous. Merci à vous. Artiste, essayiste, Jean Dorido, docteur en psychologie, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du Cercle Étienne Marcel. Ce fut une joie de passer ce début de réveillon. Partagé, même avec Philippe David. Bon réveillon. Philippe qui? Excellent. C'est pas qui est cette personne.